Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 4. Horror News Interview me permet de mettre en lumière le travail de différents artisans dans différents domaines et différents médias qui gravitent dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir un écrivain multi-récompensé, Frédéric Livens. Alors salut Frédéric et bienvenue sur Horror News. Bonjour Marc, merci beaucoup de m'inviter. Je te propose du coup de te présenter à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Frédéric Livins, je suis un auteur belge de 52 ans, spécialisé dans le fantastique et l'horreur, et aussi le jeunesse depuis quelques années. Et voilà, j'ai pas mal de livres à mon actif, et je crois que je continuerai encore pendant de nombreuses années. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que, alors toi qui es un auteur reconnu et multi-récompensé, et effectivement, notamment, tu le disais dans le domaine fantastique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours dans l'écriture? Alors, j'ai commencé à écrire il y a longtemps, à l'âge de 12 ans, comme j'ai eu envie d'écrire vers cet âge-là. Mais mon premier livre a été édité, j'avais 27 ans, donc en 1997, dans une petite maison d'édition belge. J'étais le premier auteur signé d'ailleurs dans cette maison d'édition. J'ai sorti 3 romans-jeux, la maison s'appelait Chloé Délice, elle existe encore de nos jours d'ailleurs. Puis après, j'ai eu envie de tenter mon aventure en France. Comme en France, parce que j'abordais des sujets de plus en plus difficiles, et donc l'éditeur ne voulait pas me suivre sur ce terrain-là, ce que je peux comprendre. Donc j'ai essayé de tenter l'aventure en France, mais en France, ben, évidemment, c'était assez difficile. Donc à un moment donné, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle l'auto-édition de l'époque, en fait, parce que ça n'existait pas encore comme maintenant. Mhm. Donc j'ai été chez Edilivre, et là j'ai sorti en 2011 le recueil de nouvelles Les Contes d'Amy, qui a changé un petit peu mon parcours littéraire, parce que c'est là que j'ai eu mon premier prix littéraire. Et après, ben, j'ai eu beaucoup plus de facilité à signer dans d'autres maisons d'édition françaises, et depuis, ben, je veux dire, j'accumule les maisons d'édition, même si elles ont tendance à fermer au fur et à mesure. Peut-être que je porte poisse, je ne sais pas. Il y en a toujours d'autres qui m'accueillent, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, bah c'est sûr. Après, ouais, c'est quand même une grosse performance. Premier livre et directement, tu gagnes un prix, c'est pas mal, quoi. Oui, mais honnêtement, j'étais le premier surpris, quoi. C'est une amie qui m'a dit: «Ah, t'as vu, tu es finaliste du prix Masterton». Quand on sait que Graham Masterton et Serge Brussolo sont mes auteurs favoris, je me suis demandé ce qui se passait. Mhm. Mais alors, quand je l'ai gagné, ben là, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug dans la matrice». Mais non, mais tant mieux, quoi. Ah bah, c'est clair, ouais. Et voilà, c'est vrai que c'était un super chouette moment, quoi. Du coup, qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait? Tu disais qu'à 12 ans, tu avais eu envie d'écrire? Alors, le déclencheur, bah, ça a été la découverte justement de l'univers de Graham Masterton, qui m'avait terrorisé avec le djinn à l'époque, et cette histoire de démons qui enlèvent des visages. Et Serge Brussolo, c'est les deux auteurs qui vraiment m'ont donné envie de prendre la plume à un moment donné et de raconter mes propres histoires. Je mangeais déjà des films d'horreur du matin au soir, parce que mon papa était très permissif sur ce côté-là. J'avais déjà dévoré beaucoup de romans de science-fiction, de la collection de mon père, la collection Anticipation Fleuve Noir, collection mythique, Mhm. et les Pommes Moranes et Dogs Sauvages de mon père. Et donc le fantastique m'avait déjà fort attiré. Mais c'est vraiment la découverte de la facette horrifique de Masterton et Brussolo qui m'ont déclenché cette envie d'écrire. Et mes premiers textes n'avaient rien de fantastique, dans tous les sens du terme d'ailleurs, faut apprendre, hein. Puis j'avais 12 ans. Euh, voilà. Mon premier texte était même un poème, hein. Donc voilà. Comme quoi, tu vois, tous les chemins mènent à Rome. Pour finir, j'ai enchaîné avec des petites histoires fantastiques, horrifiques, et tout ça, très maladroite forcément, le temps d'apprendre un petit peu son métier. Bah oui. Et puis voilà, à 27 ans, bah, ça a été le début d'un parcours éditorial pour moi, quoi. OK. Et du coup, donc là, tu le disais, l'appétence que tu as, en fait, pour le fantastique, c'est via cette découverte, en fait, des livres de Masterton et Brussolo, du coup? Ou ça c'était peut-être déjà antérieur, ou il y avait déjà peut-être une fascination un peu plus jeune, ou? Bah, j'aimais bien, par exemple, mon premier Bob Moran, je m'en parlerai toujours, c'était Le Dragon des Fanstone. Donc, tu avais toujours ce petit côté fantastique dans les Bob Moran, tu as beaucoup de fantastique et de science-fiction. Donc, j'avais déjà cet attrait pour le fantastique, même à travers les films, j'avais déjà vu Evil Dead et tout ça, donc voilà. Mais c'est vraiment après que, avec la découverte de Masterton et Bruce que là, j'ai eu vraiment. C'était même plus une fascination, quoi. C'était une drogue, et j'ai commencé à dévorer tout ce qui passait. Donc là, j'ai découvert Jean Ray, Thomas Owen, hein, des grands auteurs belges. Et là, c'était fini, quoi. Le mécanisme était enclenché, et c'était foutu, quoi. Et du coup, là, je sais que tu as déjà pas mal d'œuvres à ton actif. Combien tu en as publié, là, à l'heure actuelle? Alors, au total, mais bon, là, je vais prendre aussi celles dont les maisons d'édition ont fermé, qui sont parties. Je viens de signer mon 41e contrat. Effectivement.
en 25 ans, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est surtout ces dernières années où j'ai été, je veux dire, quand j'ai eu le prix Masterton en 2012, c'était mon 6e livre. D'accord. Voilà. Donc en fait, j'ai écrit donc du coup 35 bouquins en 11 ans. Voilà. C'est vraiment là que voilà, ça a enclenché la machine. Et j'écrivais déjà un peu tous les jours, mais c'est vraiment là que je me suis mis sérieusement à faire cette gymnastique tous les jours, parce que l'écriture est une gymnastique, en fait, hein. Et ça devient de plus en plus naturel, de plus en plus aisé, vu que tu acquiers les mécanismes. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à devenir très prolifique. Alors c'est vrai que comme tu le dis, tu es effectivement très productif, mais comment est-ce que tu réussis à tenir, enfin une telle cadence d'écriture? Parce que, enfin, on voit certains auteurs, pour lesquels il leur faut, 1 année, voire même plus, hein, pour faire un livre. Et toi, comme tu le disais, tu es déjà à une quarantaine, enfin c'est Disons qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des briques, comme on appelle ça, des parpaings, des romans de 600, 700 pages, 800 pages. Moi, pas. C'est vrai que moi, mes romans tombent toujours entre 200 et 350 pages, à une exception près, qui est Le Miroir du damné, que j'ai coécrit avec Jean-Baptiste Leblanc, qui lui fait 600 ou 800 pages. Ça dépend des versions que tu prends, si c'est poche ou grand format. mmh. Voilà, mais c'est vrai que moi, ça explique peut-être aussi cette rapidité d'écriture, j'ai envie de dire. Je suis un écrivain que j'appelle instinctif, en fait. C'est-à-dire que je vais droit à l'essentiel, je joue beaucoup sur les sensations, sur les sentiments. Je ne commence pas à faire des descriptifs ultra développés. Alors, bien sûr, il y a des descriptifs, mais j'aime bien aussi que le lecteur imagine une partie lui-même. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, par exemple, je me rappellerai toujours, c'est dans Danse de sang. Donc en 2013, il y a une lectrice qui est venue et qui m'a dit: Ah, ce passage-là dans le roman est vraiment dégueulasse. Il dit: Vous avez été trop loin. Et en fait, j'ai pas été aussi loin que elle, c'est son imagination qui a fait le reste. C'est quand j'ai montré le passage, je dis: C'est vous qui avez fait le reste du chemin. Je dis: Moi, j'ai suggéré. Je dis: Et vous avez développé vous-même. Et donc, ça, c'est un truc que j'aime bien faire, que le lecteur s'approprie une partie du récit. C'est ce qui explique ma rapidité, je crois aussi. Ouais, ouais, bah, effectivement, j'en discutais, encore hier et c'est par exemple ce qu'on a avec, le film Massacre à la tronçonneuse où les gens, se disent que c'est, absolument, ignoble et et il se passe des trucs vraiment, violentes, avec du sang partout et cetera. Mais alors qu'en fait, dans le film, tout se passe hors cadre et tout est dans l'imagination, de la personne qui regarde, en fait, donc effectivement. C'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est faire fantasmer le spectateur ou fantasmer le lecteur. Et c'est là que tu sais que tu as réussi. Oui, puis, c'est vrai que l'imagination, ira de toute façon, toujours plus loin et ce sera toujours, plus violent et plus extrême que ce qu'on pourrait, décrire, dans un texte, quoi. Exactement. Ah, du moins, dans mon cas, oui. Maintenant, je connais des auteurs qui ont des descriptifs vachement violents, mais que ça sert le récit, c'est pas gratuit, hein. Oui, ça c'est l'important. Et c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, il y a des moments, ça sert le récit, mais ça te met une claque. Là, j'ai deux auteurs en tête dont j'admire les œuvres. C'est Christelle Colpart et une toute nouvelle venue dans le cercle de l'horrifique, c'est Violaine de Charnage, qui a un style brutal, immédiat, mais très brutal. Frontal, j'ai envie de dire carrément, parce que tu la lis, tu te manges un gros pavé dans la tête, mais c'est maîtrisé. Ça part pas en sucette, on voit vraiment que c'est là où elle veut aller. Et non, non, franchement, j'apprécie énormément cette facette-là, que moi je ne fais pas, ou très rarement, à ce point-là. Mais voilà, maintenant, c'est deux styles d'écriture différents, mais c'est deux auteurs qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Bah, effectivement, c'est marrant parce que tu vois, on m'en a parlé, j'ai fait, une interview, ces jours-ci et on m'a parlé de Violaine justement. Donc, je la connaissais pas, donc, ça m'a permis de découvrir un petit peu son travail. Je pense que je vais, m'y pencher un petit peu plus. À la villénologie, moi j'ai le tome 1 qu'elle m'avait envoyé. Mmh. J'ai commandé ici le tome 2, mais je vois qu'elle est aussi très productive. Elle a enclenché la machine et je vois elle est partie sur le train, le Crazy Train de The Osbourne, là, chou. mais mais c'est chouette, quoi, c'est chouette, c'est chouette. Il y a du sang neuf, c'est bien. À du sang apparemment, oui, il y en a. Il y a du sang, il y a du sexe, c'est trash, c'est gore, c'est sale, ça tâche. Mais c'est bien aussi de voir, parce que, allez, moi, j'ai grandi avec les années 70. Donc, dans les années 70, tu avais les publications Arrêtiste et Le Manoir des Fantômes, et les 1000 heures des sorcières, donc ça restait encore soft. Mmh. Mais tu avais les Elvie France. Les Elvie France, là, ça mélangeait le sexe, le trash, le gore. Bon, les récits étaient parfois très bancaux, on va pas se mentir. Mais c'est une époque où tu pouvais encore éditer des choses comme ça pour tous les types de lecteurs, j'ai envie de dire. Que maintenant, à l'époque actuelle, des œuvres comme ça, c'est plus dans le circuit indépendant parce que, ben voilà, pourtant il y a de la demande, hein. Il y a de la demande, mais c'est vrai que c'est des récits choquants. Voilà, c'est un peu plus difficile à caser. On a eu ce problème-là.
avec mon éditeur qu'on a sorti le Dark Gates of Madness, où j'avais écrit une nouvelle sur le thème de la pédophilie. Ouais, Ça, c'était coécrit avec Graham Masterton. tout à fait. Masterton lui avait fait un couple qui se lèche à la mort, donc c'était pas triste non plus. Effectivement. Mais voilà. Mais voilà, lui, il avait tellement. Je sais pas si tu as entendu parler à l'époque, il y a eu le scandale des éditions Ada avec le roman Hansel et Gretel. Ça me dit rien. L'auteur était accusé de pédophilie, en fait, parce qu'il y a D'accord. des scènes, des passages pédophiles. Ouais. Et moi, j'avais fait une nouvelle justement qui traitait de la pédophilie, et c'était pile à l'époque. Et l'éditeur avait adoré la nouvelle parce que je faisais l'équilibre entre comment devenir un monstre, en fait, comment un être humain devient un monstre. Mhm. Mais voilà, ça pouvait paraître assez choquant. Et donc, il avait mis des avertissements 18 plus partout, parce qu'en plus, il y avait les illustrations en couleur Ah dans oui, le roman. d'accord, effectivement. Donc, voilà, il y a une des illustrations, c'est une femme nue au sein tranché, ligotée sur une table. Voilà, j'en entends souvent parler de cette illustration-là. D'accord. Mais voilà, Masterton, elle, c'était une illustration, c'était une femme, enfin un homme qui relevait la tête d'entre les cuisses d'une femme avec la bouche ensanglantée, donc on devinait bien ce qui s'était passé. A priori. Mais voilà, a priori, mais c'est très difficile maintenant de partir sur ce terrain-là. Et l'illustrateur d'ailleurs des Dark Gates, c'est Christophe Huet, Oui, tout à Flottille fait. Fantasque sur Facebook. Et c'est un génie d'illustration. Et je discutais encore hier avec lui. On va sûrement faire en auto-édition du coup un hommage comme ça à la collection Elvie France. J'ai déjà quelques nouvelles de côté de fête Mhm. que lui va illustrer, mais ce sera certainement en auto-édition. Mais effectivement, ouais, alors moi j'ai lu, j'ai eu la chance de l'avoir pour mon petit Noël, Dark Gates of Terror. Ah, le premier, ouais. Ouais, et alors j'ai adoré, et c'est vrai que ça change un petit peu de ce que j'avais lu, les entrées et sutures. Ouais, Et puis effectivement, les super illustrations de Christophe Huet, c'est canon quoi. Enfin, moi j'ai encore là en tête l'espèce d'araignée là qui est sur la couverture, ou ouais. le loup-garou. Enfin, c'est des fous. Il a un talent monstrueux. Il a un talent monstrueux et je l'ai découvert par hasard. Et Mhm. quand j'ai découvert, j'ai pris contact avec lui. Je dis, je veux absolument travailler avec. Parce que déjà, c'est un mec génial. On est souvent sur la même longueur d'onde. Mhm. Et pour la petite histoire du Dark Gates of Terror, il faut savoir qu'il avait fait cette illustration-là. Je n'avais pas encore écrit la nouvelle. Ah, d'accord. J'en avais écrit, il y en a quoi? Il y en a 7, si je dis pas de bêtises, dans le Dark Gates. Mhm. Et j'en avais écrit 6. Mais celle-là, j'avais pas de nouvelle avec des araignées. Et donc, l'éditeur me dit, ce serait bien que tu fasses une nouvelle avec une araignée Mhm. pour cadrer avec la couverture. Je dis, ouais, ok. Donc, en 3 jours, je lui ai écrit la dernière nouvelle du recueil avec la femme araignée et le cambrioleur. Voilà, j'ai écrit ça en 3 jours. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est la nouvelle sur laquelle j'ai passé le moins de temps qu'en général les lecteurs préfèrent. Je fais, bon, ben, décidément. Ah ouais, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé celle où on est aussi sur de la SF avec l'ancien dieu et le. Ouais, Voilà, qui était celle-là, je l'ai trouvé vraiment cool aussi. Mais c'est vrai que ouais, Dark Gates of Terror, je trouve que les histoires, ça change un petit peu, je te dis, de ce que j'avais lu de toi avant. On voyage plus en termes de que ce soit dans l'espace ou dans le temps. totalement. Totalement. Et donc c'est non, c'est cool. C'était voulu, en fait. Hein. J'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Et là, actuellement, je me diversifie encore plus. Donc, c'est terrible. Voilà, les lecteurs vont être un peu décontenancés par moment, mais le but du jeu, c'est de se faire plaisir. Et puis après autant d'années dans le fantastique, bien sûr, je ne quitte pas le fantastique, faut pas déconner. Mais j'ai envie de développer un peu certains horizons. Donc voilà. Bah oui, effectivement, j'ai vu que tu avais pas mal de coups de romans et de nouvelles, que ce soit en horrifique et en fantastique, ça effectivement, mais tu as aussi tout ce qui est SF, fantasy. Ouais. Est-ce que tu as une préférence? Une préférence? Non, parce que tous les livres que j'écris, déjà, il faut savoir que je ne publie absolument pas tout ce que j'écris, parce que sinon, ben, je serais à 90 bouquins. Ouais. Mais à un moment donné, en cours de rédaction, je me perçois que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, voilà, tout simplement, qui n'a pas la qualité que je veux y apporter. Mhm. Donc peut-être que j'y reviendrai plus tard, c'est des idées que je garde de côté. Mais voilà, mais la fantaisie, je veux dire, par exemple, tu vois, le mythe du vampire, par exemple, c'est un mythe qui m'a toujours fasciné. D'ailleurs, tu l'as aussi dans Dark Age of Terror. Mhm. Mais où là, j'ai mêlé plusieurs trucs, ça m'amuse. Mais je l'ai abordé, par exemple, dans le roman Oksana. Oksana, au départ, était sorti en 2012 aux éditions Sheran Kena. Déjà, j'étais le seul auteur masculin à l'époque dans la maison d'édition qui est quand même très calibré romance, même romance fantastique et tout. Mhm. Et après 1 an avec l'éditrice, on a décidé de se séparer à l'amiable parce que mon roman ne cadrait absolument pas dans sa ligne éditoriale parce que beaucoup de personnes voulaient de la romance. Alors certes, il y a une histoire d'amour, mais elle est vraiment en filigrane. Et c'est une histoire d'amour entre 2 ados.
Et là, j'ai vraiment fait un mix entre le vampire et la fantasy en créant un monde parallèle, des seigneurs sombres. Enfin bref, voilà, je me suis super amusé. Mhm. Mais comme beaucoup de lecteurs adoraient cette partie-là, j'ai décidé d'ajouter une deuxième partie qui, elle, se passe chez nous. Donc vraiment pour prendre le contre-pied du lectorat, en fait, vraiment les déstabiliser. Et l'intégrale a séduit les éditions du Petit Caveau et c'est sorti en intégrale au Petit Caveau. Mais beaucoup de lecteurs disent, ah ben, la deuxième partie, on s'y attend pas du tout parce que le premier, on est dans un autre univers, la deuxième, ouais, il y a toujours l'autre univers, mais et voilà, puis beaucoup plus violente la deuxième partie. J'avais vraiment envie de faire un melting pot, mais cohérent évidemment, pour développer tous les personnages comme je voulais. Voilà. Ok. Et entre les nouvelles et les romans, il y a une forme que tu préfères ou... Ah, moi, définitivement la nouvelle, parce que ben, même si jamais on regarde la taille de mes romans, beaucoup de lecteurs ont dit ouais, en fait, c'est une grosse novella. Mais ouais, ouais, non, c'est la nouvelle dans laquelle je m'épanouis. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, parce que beaucoup d'auteurs vont dire que c'est plus difficile à écrire la nouvelle que le roman. Et c'est vrai quelque part, parce que tu as un nombre réduit de personnages, un nombre réduit de pages pour faire éprouver quelque chose au lecteur. Hmm. Mais c'est définitivement l'exercice dans lequel je me retrouve le plus. D'ailleurs, c'est simple, quand je vois le prix Masterton, je l'ai eu en 2012 pour un recueil de nouvelles, en 2015 pour Suture, qui est un recueil de nouvelles, en 2018 pour Dark Gates of Terror, qui est un recueil de nouvelles. Dès que j'ai un roman qui est sélectionné, je me casse la tronche sur la dernière marche. Donc, à mon avis, il doit avoir une relation de cause à effet. Mais ouais, ouais, non, non, mais la nouvelle est le genre qui m'éclate le plus et j'adore en lire, quoi. Donc, c'est plus la culture anglophone, la nouvelle, hein, donc je crois que par chez nous, ben, en termes d'éditeurs normaux, je vais dire de gros éditeurs, ça prend moins. Et j'avais cette conversation-là avec Marc Falvo, qui est l'éditeur des éditions Faute de Frappe, qui disait que je faisais mentir un petit peu l'algorithme qui veut qu'en salon, on vend beaucoup plus facilement que les recueils de nouvelles. Et on a passé un week-end à deux sur un salon, il a vu que 70% de ce que j'ai vendu, c'est des recueils de nouvelles. Il dit, tu arrives à choper le lecteur avec les nouvelles, parfois même plus qu'avec les romans. Il dit, c'est vraiment assez paradoxal. Bah, c'est vrai que moi j'ai découvert ton travail par Jodie des livres de la crypte sur YouTube. Ouais, Et c'est vrai qu'elle elle mettait pas mal en avant ton travail, bah, notamment sur Entrée ou Suture, qui sont des recueils de nouvelles. Donc moi j'avais commencé ces lectures-là en fait. Et c'est vrai que je trouve que c'est un autre exercice, hein, mais c'est sympa parce qu'effectivement il y a ce côté un peu anthologie comme on pourrait l'avoir. Alors moi j'adore par exemple la série les Contes de la crypte. ouais. Et donc voilà, ça me fait penser à ça en fait. Quand j'ouvre les recueils de nouvelles, ça me faisait penser à ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a des univers très différents. T'amènes des fois des choses plus, on est plus sur de la poésie, des fois des trucs un peu plus trash. Moi, j'en avais noté quelques-unes, mais la descente, la défaite, la mare aux morts, les manchères et poupées d'amour. C'était dans Suture, je crois, de mémoire. Et voilà, C'est dans c'était, Futur, tout à fait. ouais, c'était, voilà, c'est des nouvelles qui m'ont marqué. Il y en a une qui est très très courte aussi. Alors je me souviens plus le nom. La défaite? Ouais, bah, c'est ça, c'était la défaite. Très, très court. Très, très court, mais très efficace. Très efficace et glaçant, quand tu lis la dernière ligne, en fait, hein, basiquement. C'est ça, le président des prix Masterton avait dit que cette nouvelle-là, c'était un coup de poing. C'est ça. Et c'est carrément un coup de poing. Il dit en deux pages, tu fous une pêche dans la tête du lecteur. Comme je dis, ouais, ça fait plaisir parce que c'est difficile parce que c'est un thème, je veux dire, ultra utilisé, quelque part. Mais c'est difficile de faire quelque chose d'efficace en aussi peu de pages. Et c'est vrai que cette nouvelle-là, j'en suis fier parce que elle revient très très souvent dans la bouche de mes lecteurs. C'est une qui revient le plus souvent avec le sourire. Oui, tout à fait, Là, le tout à fait, sourire, ouais. elle revient souvent aussi. Et ça fait super plaisir, ça. Et j'aime bien parce que c'est rigolo, quoi. Enfin, c'est rigolo, oui et non, pas les histoires. Mais de voir que je peux susciter ça, ça fait super plaisir parce que ça veut dire que j'ai réussi mon coup, quoi. Bah, ça c'est effectivement c'est des histoires, une fois qu'on a terminé les livres, bah, on s'en souvient, en fait. Ça te marque sur le coup, donc ouais, effectivement. C'est ça. Puis ce qui fait la force, d'après ce que disent beaucoup de lecteurs, c'est des monsieur et madame tout le monde, en fait, qu'on peut facilement s'identifier. Ouais. C'est quelque chose que j'adore faire, en fait. Faut savoir que je prends le train quand je vais bosser à Bruxelles, j'ai 3 heures de train par jour, Mmh. et je n'arrête pas d'observer les gens. Donc j'écoute leur tic de langage, je regarde leur mimique, leur posture. Voilà. Et ça m'amuse énormément parce que ça me nourrit quelque part. Bien sûr. Et c'est peut-être pour ça que le monsieur, madame, tout le monde fonctionne bien, quoi. Bah, justement, ça tu vois, c'est une des questions que j'allais te poser. Comment est-ce que tu te renouvelles, en fait, dans la fabrication de tes personnages? Parce que c'est aussi, la complexité quand on écrit autant alors que ce soit les nouvelles, évidemment, parce que là, tu en écris pas mal, donc il faut que tu te renouvelles et que tu crées de nouveaux personnages et puis derrière avec tout ce que tu as sorti.
Du coup, ça fait pas mal de monde de représenter dans tes histoires. Donc, comment est-ce que tu te renouvelles là-dessus? Ben écoute, je me pose même pas la question. Il y a juste à un moment donné, en 2020, il y a eu la pandémie, et j'avais dit, je venais de recevoir le prix Masterton de la décennie, ce qui m'a fait super plaisir, parce que c'est un honneur incroyable, quoi. Et j'avais fait rigoler tout le monde en disant, bah, de toute façon, voilà, je suis content d'avoir eu parce que j'arrête maintenant d'écrire pour les adultes du fantastique horrifique. J'arrête pendant un petit temps. Tout le monde avait rigolé en disant, ouais, il raconte n'importe quoi. Mais en fait, j'ai arrêté. Faut savoir que j'ai fait, en un an et demi, là, j'ai écrit un seul roman. Donc, de 2020 jusqu'à fin 2021, j'ai écrit un seul roman, qui était une commande en plus des éditions Faute de Frappe. C'est comme ça que j'ai commencé chez eux, qui était un roman jeunesse, en fait. Donc, et c'est vrai que je sors actuellement beaucoup de jeunesse. Mais là, il y a plusieurs romans adultes qui sont signés, donc ça va réarriver. Mais pendant 2 ans, justement, j'avais besoin de me ressourcer. Donc j'ai mis à profit la pandémie, le fait de plus devoir aller à Bruxelles, vu que c'était télétravail non-stop, Mmh. pour me ressourcer, me recentrer autour de ma famille. Et cette pause m'a fait énormément de bien parce que justement, j'avais cette sensation à la fin de tourner en rond. Donc voilà, et je n'avais pas envie, mais alors maintenant, j'aurais très bien pu continuer à sortir des histoires. Je connais les mécanismes par cœur, je sais ce qui fonctionne, Mmh. mais je n'ai pas envie de proposer au lecteur quelque chose que j'ai déjà fait sous une autre forme. Je déteste ça en tant que lecteur, je détesterais l'infliger à mes lecteurs moi-même. Donc voilà, tant que je n'avais rien de neuf à proposer, je préférais ne rien proposer du tout que des choses banales. Voilà. Enfin, à mon sens, banales en tout cas. Donc voilà, j'ai fait cette petite pause, je me suis ressourcé, et j'ai de nouveau plein d'idées. Et là, je viens de signer la semaine passée justement un nouveau recueil adulte, mais là centré sur l'enfance. D'accord. Donc, il va sortir aux éditions Faute de Frappe. Bah, ça va être des trucs rigolos, du style le dernier jour où j'ai vu papa. Enfin bref, ça va être super marrant. Ça va être un peu glauque par moment, bien sûr. Mais on sera pas dans l'horrifique, on sera pas dans le sanglant, on sera pas dans le trash, on sera pas dans le dégueu. On sera dans le fantastique, en fait. Aussi bien à travers les yeux des adultes qu'à travers les yeux des enfants. Mais ce sera un recueil de nouvelles adultes. Ouais, c'est un concept intéressant, c'est clair. Ouais, c'est chouette à faire. Mais tu vois, c'est un exercice aussi, par exemple, quand tu as lu Entrée, Mmh. c'est 20 variations sur les maisons hantées et possessions. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est assez difficile, en fait, de surprendre le lecteur avec 20 nouvelles. Donc, forcément, le lecteur en préfère certaines à d'autres. Ça, c'est inévitable avec les recueils. Oui, c'est normal, ouais. Donc, voilà. Donc là, c'est le même principe avec Enfance. Il y aura beaucoup moins de nouvelles, hein. Il y en aura une dizaine, mais certaines sont plus longues, non, parce que dans Entrée, elles sont très, très courtes. Donc voilà, le but c'est d'utiliser un thème et de le tourner sous plusieurs formes, à travers plusieurs cultures aussi. C'est ça qui est amusant à faire. Donc c'est très motivant en fait à écrire parce que ça te force à sortir des sentiers battus, ça te force à sortir des petites ornières que tu t'es toi-même créées avec tes mécanismes d'écriture pour te renouveler. Donc c'est chouette, c'est chouette. Beh, oui, effectivement et tout ce qui est créatif, en fait, ton processus créatif pour toi, comment est-ce que ça s'articule, hein? Alors ça peut, souvent ça naît d'un cauchemar. Faut savoir que je fais des cauchemars absolument atroces. D'accord. Atroces ou sans queue ni tête, mais qui donnent des histoires assez amusantes. Par exemple, je vais reprendre le passage de Danse de sang. Il y a à un moment donné une femme qui se transforme en araignée qui marche au plafond comme ça avec la tête inversée et tout. C'est un cauchemar que j'avais fait et là c'était avec ma mère. Voilà, il y avait des tensions familiales, donc j'ai fait ce cauchemar-là. Et l'araignée rentrait dans la chambre de ma fille pour dévorer ma fille. Tu vois, je fais des rêves un peu tordus. Et si, voilà, donc ça peut partir d'un cauchemar, voilà. Le dernier cauchemar en date que j'ai fait, ben, je l'ai raconté il y a pas longtemps en live. Je rêvais que j'étais un réparateur de bicyclettes, donc jusque-là rien d'anormal, à part que je réparais des bicyclettes pour des personnes qui venaient chez moi qui étaient empaillées, et je devais leur huiler les genoux pour qu'elles puissent pédaler. Voilà, donc tu vois, j'ai faut mieux pas être dans ma tête. Mais ça m'a donné une chouette nouvelle, j'ai déjà commencé, donc voilà. Sinon, il y a ça, ou le fait d'observer les gens, énormément, ou, tu sais, parfois, je regarde un petit peu autour de moi, puis je me dis, tiens, il y a ça, et si ça tournait mal. Par exemple, tu vois, tu as la nouvelle dans Futur, vu que tu l'as lu, tu as la nouvelle Joyeux anniversaire, avec la fille qui attend ses parents sur le parking. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ah bah, Voilà. d'ailleurs, celle-là, enfin, moi, elle m'a marqué, en tout cas, parce que quand je te parlais de poésie, Ouais. celle-là, je la trouve très jolie. Mais voilà. Mais en fait, C'est celle-là que je pensais quand je parlais de poésie tout à l'heure. mais c'est chouette parce que c'est un des trucs que j'adore. Savoir, j'ai écrit un recueil de poésie il y a très longtemps sous pseudonyme, et donc je le garderai pour moi. Mais je lis énormément. Bon, alors évidemment, ma drogue principale, c'est le fantastique. Mais j'ai lu énormément de philo, de théâtre, voilà, de poésie. Il faut se nourrir un petit peu à tout ce que tu peux. Et je suis content de voir que voilà, que ça t'a touché parce que
c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire ressurgir certaines choses qui me sont chères dans des textes, même en filigrane, parce que voilà, il n'y a pas un poème à proprement parler dans cette nouvelle. Et ça, cette idée-là m'est venue bêtement en voyant une fille qui attendait le bus. La gamine, elle avait quelque chose que j'ai retranscrite dans cette nouvelle-là, puis je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle attend? Et puis je dis, tiens, ce serait marrant si, enfin évidemment marrant, toute proportion gardée, hein. Oui, j'entends bien. Voilà, puis ben, voilà, ce qui était marrant est devenu un texte, je l'ai écrit en une après-midi, cette nouvelle-là. C'était vraiment un premier jet, après retravaillé évidemment, hein, mais tout était là dès le départ, quoi. Alors effectivement, là, tu me parlais d'inspiration, donc bah, dans le quotidien hein, de ce que tu disais. Tout à fait. Bah, par exemple, allez, je veux dire, il y a une fois, je fais les soldes avec ma femme, et tu vois, bah, le truc le plus banal, tu as les mannequins de magasin. Les mannequins, ben ouais, c'est des mannequins, ils sont pas formés, les traits du visage sont pas faits et tout. Et tiens, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a quelques années, il y a eu des malformations avec un médicament qui s'appelait le Softenon. Et donc, j'ai fait une nouvelle qui s'appelle l'effet Softenon, sur un enfant mal formé. Donc, tu vois, c'est bêtement, je peux regarder un truc de tous les jours et me dire, tiens, voilà, ça va déraper. T'as la nouvelle Temps d'arrêt, je sais plus dans quel recueil elle est, je sais plus si c'est dans les Contes d'Émile ou si c'est dans Suture, avec le train. Ben, comme je suis moi-même un navetteur, une fois le train a bloqué, il faut savoir que je suis claustro. Donc le train, il bloque, c'est la galère chez moi dans ma tête. Ah, c'est dans Suture. C'est dans Suture parce que les Contes d'Émile, je l'ai pas lu, Ah ben voilà. mais je me souviens effectivement de l'histoire du Ben, train. c'est dans Suture, et ben, cette nouvelle-là m'a été inspirée un jour où le train a bloqué. Et voilà, donc un truc du quotidien peut très vite partir en idée d'histoire horrible, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc effectivement, on parlait, comme je te le disais, d'inspiration, tout ce qui est, alors évidemment les livres, j'imagine, mais tout ce qui est, film, séries, et cetera, c'est des choses que tu consommes aussi, qui te nourrissent un petit peu à ce niveau-là ou? Alors, ceux qui me suivent sur Facebook disent toujours ta maison, elle fait quelle taille? Parce que j'arrête pas d'acheter des films d'horreur. Là, je recherche énormément de films des années 80, forcément, vu que j'ai grandi là-dedans. Donc, oui, je bouffe du film fantastique, horrifique, même ce qu'on appelle les séries Z. Moi, je trouve ça, quand c'est assumé, je trouve ça super marrant. Effectivement, tu fais des posts avec, «C'est dans ma bibliothèque» ou, «C'est dans mon stock de vidéos», ouais. C'est ça, et j'en achète énormément. Et comme je dis, je crois qu'il y a peut-être 17 livres que j'ai pas lus dans ma bibliothèque et comportent plus de 3000 bouquins. Donc voilà, j'ai du stock pour Instagram, tu vois. C'est clair. Mais voilà, non, je lis tout, je regarde tout. Bien sûr, je me nourris de ça énormément. Quand j'étais jeune, je passais ma vie, mes week-ends au vidéoclub. Quand j'étais pas avec mes potes, j'allais au vidéoclub, je pouvais mater 7 films sur un week-end, quoi. Que des films d'horreur. Et ma mère, elle dit, mais comment tu peux regarder des trucs aussi horribles? Mais voilà, j'ai grandi avec mes réalisateurs fétiches, c'est Lucio Fulci. Ça, lui, La maison près du cimetière, l'au-delà, voilà, c'est. Alors, c'est ce qu'on appelle du Z, hein, bien sûr, hein, mais ça a une âme, ça a une touche, ça a une palette graphique phénoménale. Les films de Bava, d'Argento, voilà, je suis très branché cinéma italien horrifique des années 80. Donc, eux m'ont beaucoup plus inspiré, quelque part, que les films américains comme Evil Dead et tout ça. Voilà. Bon, Evil Dead m'a inspiré, bien évidemment. J'ai fait un clin d'œil dans le roman Les Initiés. Mais ouais, j'ai grandi avec les séries, bah, Creepshow, tu parles des séries Les Contes de la Crypte, il y a Creepshow aussi. C'est voilà, c'est grandiose. C'est bah, ils ont fait des reboots là de Creepshow. J'ai Ouais, deux tout à fait, premières ouais. saisons, je dois encore acheter la troisième. Voilà, et ça, oui, bien sûr, j'ai grandi avec ça et je crois que je continuerai avec ça jusque dans mon cercueil, quoi. Ça marche. Alors tu écris également des récits, fantastiques pour les enfants, ce que tu disais tout à l'heure. D'où t'est venue cette idée, en fait? Alors en fait, bah, je suis papa depuis, alors, ma plus grande, elle a 14 ans et demi là maintenant. Et bah, tous les soirs, avec les enfants, on a l'habitude de raconter une histoire. Voilà. Donc, bah, ils sont eu droit à tous les classiques, hein, les Disney, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire mes propres petites histoires. Voilà. Donc, j'écris les aventures de l'inspecteur Coccinelle. D'accord. Alors, c'est très calqué sur Scooby-Doo. Voilà, je suis ultra fan de Mmh Scooby-Doo. mh. Mmh. Ah, ça, voilà, c'est ma jeunesse. Et donc, ces petites histoires pseudo-paranormales comme ça, j'adore. Et donc, j'ai écrit l'inspecteur Coccinelle. C'est une coccinelle détective, en fait, qui va mener des enquêtes dans le monde animal. Donc, voilà, par exemple, tu as le spectre plaintif. En fait, c'est bêtement un hibou qui passe au ras du terrier d'un campagnol. Mais comme c'est blanc et tout ça, voilà, ça fait penser à un fantôme. Donc, j'ai commencé à écrire ça. Je me suis super amusé à écrire pour le jeunesse. Et du coup, j'ai eu envie de diversifier. Et c'est comme ça que je me suis mis aux jeunesse. Les enfants, en fait, m'ont donné envie d'écrire pour eux. Et j'ai même écrit avec ma fille 2 histoires qui sont publiées dans Les petites histoires à faire peur aux éditions Elixeria. Et mon fils aussi avait... Papa, j'ai une idée. Et son idée était absolument géniale.
Et j'ai dit, ok, on va écrire ça à deux. Bon, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 8 ans. Mais voilà, quoi, donc j'ai écrit avec lui aussi cette histoire-là. Il était tout fier de voir qu'elle était éditée. Bah oui, puis c'est un super partage, un super échange à passer effectivement avec tes enfants, c'est génial. Ouais, c'est à faire. Et puis maintenant, je veux dire, je continue avec les écoles. Là, je sors au mois de juin aux éditions Livresse, Terreur au centre éducatif Mitterrand d'Étampouy, c'est l'école de ma fille. Et en fait, j'ai fait 8 classes, bénévolement, forcément. Il y a des fois, je suis payé, et puis il y a des fois, je le fais bénévolement pour le plaisir. Donc là, j'ai passé 8 fois 2 heures avec chaque classe à écrire une histoire. Alors, les enfants sont. On dit toujours les enfants ne lisent pas beaucoup. Alors, c'est vrai, ils lisent moins qu'avant. En même temps, il y a les écrans. Donc, si on avait grandi à cette époque-ci, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Mais je trouve très important, justement, maintenant, à l'époque actuelle, de montrer que dans les livres, ça peut être cool. Alors, c'est vrai que les cours de français, c'est parfois bien rébarbatif, on est C'est clair. d'accord. Mais de montrer qu'avec ce qu'ils apprennent, ils peuvent faire quelque chose de cool. Voilà, ça ouvre. Moi, j'ai des enfants qui, depuis, se sont mis à la lecture. Et ça, c'est ma plus grande récompense, de voir qu'un gosse se met à la lecture parce que j'ai été en classe écrire une histoire avec eux. Savoir que quand j'écris une histoire en classe, je passe 2 heures en classe et je passe ensuite entre 3 et 5 heures à écrire l'histoire à la maison. Donc là, pour les 8 histoires, ça m'a fait 50 heures de boulot, quoi. Mais bon, c'est cool à faire. Ça motive les enfants. Voilà, j'ai fait ça aussi pour une association il y a 2 ans, dans 3 classes dans la région de Mons. Franchement, c'est super rigolo à faire. Les enfants sont hyper enthousiastes et ça ouvre des perspectives autres que la télévision ou le smartphone. Et voilà, c'est le but du jeu, en fait. Quand tu es écrivain, tu veux partager. Donc voilà, quoi. Ouais, mais effectivement, c'est tout à ton honneur. Tu dis toi-même que ce sont des histoires qui font peur, mais pas trop. Comment est-ce que tu fixes la limite en fait? Alors ça, c'est justement, c'est plus dur. Parce que, je veux dire, quand je commence une histoire, j'ai toujours tendance à me dire, ah tiens, ah, on va faire ça. Mais non, en fait, tu peux pas. Je la fixe instinctivement, en fait, en me disant, est-ce que j'aimerais qu'on raconte ça à mes enfants? Donc, mes enfants sont des Kobe, voilà. Ils sont pas dans la cave, mais ce sont des Kobe quand même. Je fais souvent lire à ma plus grande, en fait, lui dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Elle est cash, hein. Si elle aime pas, elle veut me le dire clairement, donc voilà, au moins c'est tranquille. Et c'est ce qu'il faut, de toute façon. Donc voilà, c'est. Je sais ce que je n'aimerais pas qu'on raconte à mes enfants, donc je sais quand m'arrêter et quand édulcorer. Le but des petites histoires à faire peur, mais pas trop, c'était au départ pour démystifier les peurs nocturnes. Donc ce qu'il y a sous le lit, ce qu'il y a dans le placard, voilà, pour le faire basculer vers l'amitié, le rationnel ou le merveilleux. Et ça a été un carton, en fait, parce que ces histoires-là, savoir que pour mes 4 premières histoires, j'ai totalisé environ 300 refus, Ah oui, mais d'éditeurs. Je suis quelqu'un d'ultra têtu. la persévérance. Ah ouais, non, mais je suis. Moi, j'ai Jean-Baptiste Leblanc pour le miroir du damné, et il dit que je suis comme un chien sur un os. Voilà, je lâche jamais. Si je suis persuadé de la qualité de quelque chose, je me battrai, quitte à le sortir en auto-édition. Maintenant, c'est faisable plus facilement, mais je le ferai. Voilà, et les petites histoires à faire peur, en fait, on l'a sorti aux éditions SEMA parce que l'éditeur y a cru. Et ça a cartonné, et c'est là que j'ai commencé à faire les écoles, que les profs m'ont invité. Ici encore, la semaine passée, il y a un prof qui m'a téléphoné pour que je passe dans sa classe. Donc, c'est gratifiant. C'est gratifiant de voir que des membres du corps enseignant se disent ça peut apporter quelque chose à mes élèves d'avoir un stage comme ça d'écriture. Et c'est franchement, non, c'est une belle récompense. Et puis les enfants sont toujours à 99% ultra réceptifs, quoi. Mais c'est des malades mentaux parce que les ados maintenant, c'est hallucinant de voir à quel point ils connaissent, en fait. Voilà, là, quand j'ai fait les classes à ces premières et deuxième secondaire, donc c'est des gamins de 12 à 14 ans, les Jason, les Chucky, les Freddy, tout ça, ils connaissaient tout par cœur, quoi. C'était hallucinant, hallucinant. À de très rares exceptions près, c'était tous à fond là-dedans. Et c'est ça que je vois que l'horreur, on dit parfois que c'est un genre qui est mort en littérature, mais il revient, hein, il revient là, fortement ces dernières années. Je vois que, en tout cas, l'appétence pour l'horreur est toujours bien présente dans l'esprit des jeunes, quoi. Peut-être aussi parce qu'il y a la fascination de l'interdit. On dit non, t'as pas l'âge. Et moi, tu me disais non, t'as pas l'âge. Tu pouvais être sûr qu'en cachette, j'allais y aller, quoi, hein. Ouais, bah comme la plupart des gens, il y a ce côté transgressif dans l'horreur, effectivement, qui est forcément hyper attirant, surtout quand t'es dans ces âges-là. C'est ça, hein. T'as envie d'aller repousser un peu les limites et chercher ça, ouais, c'est sûr. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mes parents dormaient à l'étage et j'avais école, donc j'avais quoi? J'avais 11 ans, je crois. J'étais descendu en cachette, regardez, parce qu'à la BBC, je ne parlais pas un mot d'anglais. Mhm. À la BBC, il passait Le Masque du démon de Bava. D'accord. Donc j'étais descendu et j'avais mis le casque sur la télé, c'était une petite télé en noir et blanc,
Et j'avais la tête à quoi, à 20 centimètres de l'écran, et avec le casque, j'écoutais, je regardais, je comprenais rien. Mais je mangeais les images, en fait. Ça, à part que ça m'a foutu une trouille terrible, j'avais peur de remonter à l'étage après. Mais voilà, non, non, mais c'était... Oui, c'est quelque chose de fascinant, en fait. Le fantastique et l'horreur ont quelque chose de fascinant. Ah, mais c'est clair. Alors du coup, t'as eu l'honneur de travailler avec Monsieur Graham Masterton. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé la collaboration? Alors, en fait, ça a commencé grâce au président du prix Masterton, qui est aussi le rédacteur en chef du magazine Phoenix depuis 25 ans maintenant. Maintenant, ça n'existe plus que sur Internet, et on a eu, Marc Bailly a eu l'envie de faire revivre Phoenix Magazine chez Seba Édition. Ça n'a pas marché parce que à l'époque d'Internet, voilà, ce format-là n'est plus viable, mais il avait dit, voilà, on va faire un numéro spécial Masterton, est-ce que tu veux bien te charger du dossier Masterton? Moi, j'ai fait pression là-dessus, mais j'ai dit, ouais, bien sûr, je vais m'en charger, voilà, donc j'ai trouvé des collaborateurs pour parler de Masterton, de son œuvre et tout et tout. Puis moi-même, forcément, et Graham soumettait 2 textes inédits pour le Phoenix. Et puis après, Marc Bailly m'a dit, voilà, le deuxième auteur qui sera avec Masterton, ce sera toi. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On était en 2015, si je dis pas de bêtises, 2015-2016. Et c'était un immense honneur pour moi, quoi, parce que, mon Dieu, je partage un sommaire avec Graham Masterton. Alors, quand tu es ultra fan de l'auteur, faut savoir, moi, la première fois que j'ai vu Graham Masterton, c'était à Bruxelles. J'ai pas su parler. Je suis resté, alors ça m'arrive jamais. Je suis resté figé, en fait, comme une pisseuse devant les Beatles, quoi. C'était vraiment terrible. J'ai pas su parler, quoi. Et même, bon, Graham est vraiment quelqu'un d'extraordinairement gentil. Et donc après, ça s'est super bien passé, quoi. On a fait une petite conférence à deux. Il était vraiment extraordinairement... Je veux dire, c'est dingue de voir quelqu'un à ce niveau-là de talent, de renommée et de gentillesse, quoi. D'humanité, tout simplement. Et après, donc du coup, quand il y a eu ça, l'éditeur, donc de Michael Sconians, a dit, ah ben, pour le deuxième Darkest, j'aimerais bien te faire bosser avec Masterton s'il est d'accord. Et Masterton était tout à fait d'accord de soumettre 3 textes. Donc il a fait 3 textes de son côté, moi 3 textes du mien, que l'éditeur a validé, corrigé et tout. Enfin, il a plus corrigé les miens que ceux de Masterton, parce que bon, ben voilà, Masterton, c'est Masterton. Voilà, il sait ce qu'il fait. Il a de la bouteille. Et il a de la bouteille, ça c'est clair. Et voilà, et donc, du coup, quand ça s'est sorti, tu sais, hein, quand t'es enfant, tu te dis, ah, j'aimerais bien rencontrer tel auteur dont je suis ultra fan. Et voilà. Donc là, j'ai rencontré, écrire avec lui, enfin, en sa compagnie, jamais j'aurais osé imaginer. Dédicacer à côté de lui un bouquin qu'on a fait à deux, c'est. Voilà, comme je dis, j'ai touché les étoiles du bout du doigt. C'est bon, je suis content, je peux mourir. Artistiquement, je peux mourir, je suis content. Ah bah ouais, c'est sûr, j'imagine pas le truc, mais c'est sûr que quand c'est quelqu'un que tu admires et que tu as la chance déjà de le rencontrer dans un premier temps et ensuite de travailler avec lui, ça doit être extraordinaire, ouais. C'est hallucinant. Et puis, en plus, bon, ben maintenant, ben, il papote. C'est important de savoir que pendant un an, je lui ai servi du Monsieur Masterton. Et pendant un an, il m'a dit, mais appelle-moi Graham. Et moi, Monsieur Masterton. Je franchissais pas le pas parce que voilà, quoi, c'est une sommité, c'est une de mes idoles, quoi. Donc, Effectivement, il y a l'admiration, il y a le respect, je comprends que ce soit difficile, ouais. c'est ça, quoi. Mais après, après plusieurs salons et tout, il est vraiment mais, extraordinaire. Là, ici, je vais faire le salon Frisson Festival à Reims, fin octobre, Oui, où bah Jody est c'est la marraine, d'ailleurs. tout à fait, voilà, c'est ça, Voilà, je donc dis. je vais enfin rencontrer Jody, donc ça va me faire super plaisir parce que j'ai été très touché la première fois. Mais en fait, c'est un ami, c'est Christophe Tarkam, qui tient un site qui travaille pour Trim of Film, qui m'a dit, ah Fred, on parle de ton bouquin, les livres de la crypte et tout. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Jody et que j'ai énormément remercié parce que voilà, elle me cite régulièrement dans ses vidéos et ça fait super plaisir d'avoir un tel engouement. Franchement, j'en reviens pas moi-même, quoi. Et donc là, elle sera la marraine, donc je sais que Masterton y sera aussi. Donc Ah ouais, voilà, ah bah voilà, sacrée réunion. ça va être, il va y avoir des putains d'auteurs, j'ai envie de dire, hein, donc ça va être un sacré week-end consacré à l'horreur, mais ça va être. Au départ, je vais faire qu'un seul jour parce que je suis quelqu'un de très très anxieux. Savoir que quand je fais des salons, je suis sous anxiolytique. L'éloignement, le fait de m'éloigner de ma famille, tout ça. Et là, je vais quand même faire les 2 jours. Je prendrai sur moi, mais je ferai quand même les 2 jours. Déjà par respect pour l'organisateur qui est génial, qui m'avait dit, bah, si tu viens qu'un jour, c'est pas grave. Mais voilà, je veux dire,
les personnes se décarcassent pour organiser quelque chose de bien, que les auteurs sont aux petits oignons. Voilà, à un moment donné, tu prends sur toi et tu le fais correctement. Puis voilà, ça va être un week-end de folie, quoi. Ça va être un week-end de folie. J'espère que les lecteurs seront nombreux parce que vu le panel d'auteurs, enfin moi je suis au courant du panel d'auteurs, donc j'en dirai pas plus, qui vont être rassemblés, je crois que les amateurs d'horreur vont être aux anges, quoi. Il faut être vachement servi. Bah, écoute, c'est top. Je regarderai si je peux passer. Alors moi, pour moi, c'est à l'autre bout de la France, hein. Mais, mais Oui, effectivement, j'essaierai parce que ça a l'air d'être un bel événement, ouais. moi je n'ai que 200 km, donc ça va, quoi. En 2 heures j'y suis. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des lecteurs qui me disent mais tu ne descends jamais dans le sud. Ben, pour le problème que j'ai d'expliquer maintenant. Eh oui, oui, je sais, effectivement, j'avais entendu sur certaines interviews, donc ouais. Je ne m'attendais pas à te voir sur un festival dans le secteur. Voilà, c'est ça que. Mais bon, je veux dire, Felipe, je le connais depuis pas mal de temps maintenant. Et puis voilà, donc ben, je vous dis, c'est vrai aussi pour les lecteurs, c'est quand même pas cool, même si c'est pas de ma faute. C'est quand même pas cool. Là, je suis descendu une fois à Ménétrol, donc là, c'est dans le milieu, hein, la terre du milieu, comme on dit. On a passé là 4 jours. Je suis parti du vendredi matin au lundi soir avec mon éditeur. Bon, ça a été, je dis pas la dose de Xanax que je dû prendre pour y aller et y passer le week-end. Et en plus, pendant ce temps-là, mon fils a. Enfin, ma femme m'a fait flipper parce que mon fils avait perdu du sang et tout. Enfin bref, ça a été le week-end de fou. Et j'étais avec Arnaud Cotteville, bah, qui est un pote Arnaud, hein. Pour les lecteurs qui nous suivent, on s'amuse à se tuer l'un à l'autre dans les romans. D'accord. Voilà, bah, on s'éclate comme ça, en fait, hein, on est sadique, mais gentiment. Et Arnaud m'avait dit, bah, moi je rentre dimanche, si tu veux, je te reprends et tout, je te dépose chez toi et tout. Bon, pour finir, ça a été, quoi. Je suis rentré du lundi parce que ma femme m'a dit non, écoute, ça va, c'est bon. Mais ouais, j'étais en panique totale, quoi. Mais bon, voilà, c'est difficile. Oui, bah mais c'est vrai que c'est marrant ce petit jeu là de se tuer l'un l'autre. Moi j'ai un truc de temps en temps. Ouais, c'est à peu près un épisode sur trois quand je fais juste les news le dimanche. À la fin de l'épisode, je mets en scène ma mort. Donc tantôt je me fais trucider par le Predator, tantôt c'est par le fantôme de The Grudge ou hier c'était ça, c'est The Grudge. Et tout ça en audio, donc effectivement ça me demande un petit peu de travail, mais ça m'amuse. C'est chouette, c'est chouette. Mais c'est le but premier, en fait, c'est de s'amuser. Et moi, je pars du principe que tu sois écrivain ou podcasteur ou youtubeur. Si tu t'amuses, ben, ça va forcément se ressentir et ça va plaire, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Et alors du coup, toi qui es créateur, je voulais te demander un petit peu ce que tu pensais du débat en ce moment autour de la création par intelligence artificielle. Alors, c'est quelque chose qui doit rester pour moi un outil. Mais le problème là-dedans, enfin, parce que je suis énormément là-dedans, tout ce qui est Midjourney, ChatGPT, enfin bref, tout ce que tu veux. Le problème qui peut se poser là-dedans, déjà, si c'est une intelligence artificielle, ça veut dire qu'elle se nourrit quelque part. Donc elle se nourrit d'œuvres existantes qui ont été faites par des créateurs. Ça me pose déjà énormément de problèmes parce que là-dedans, bah, les créateurs se font quelque peu voler, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai même pas envie de dire, c'est le cas, tout simplement. Complètement, Voilà. bien sûr. Et on crée quelque chose qui donc est gratuit, en prenant des choses qui existent déjà et qui donc volent le travail de quelqu'un d'autre. Ça me pose un énorme problème moral. Je sais, enfin, j'ai entendu dire que déjà 2 gros éditeurs avaient fait appel à ChatGPT pour faire les couvertures de leurs bouquins. Je trouve ça lamentable, tout simplement. Parce que, je veux dire, des créateurs, des illustrateurs, j'en connais plein, des très talentueux, et faire appel à un logiciel pour économiser le prix d'une illustration, je trouve ça lamentable. Alors, je sais qu'on est dans une époque où le fric prime sur tout, malheureusement. C'est une ère de rentabilité à tous azimuts. Ça me gêne énormément parce que c'est malhonnête, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est malhonnête, c'est augmenter les bénéfices. Ça fait un petit peu penser à tous ces actionnaires. Rien à foutre de la qualité de ce qu'on vend tant que ça rentre du fric, quoi. Et j'aime pas du tout. Quand tu regardes un petit peu sur YouTube, là ici, comme je vais me lancer dans l'auto-édition pour certains bouquins, je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur l'auto-édition. Voilà, pour ne pas faire de bêtises. Bon, j'ai Arnaud, Codeville, tout ça qui m'aide sur le côté parce que bah, eux sont des spécialistes là-dedans. Moi, pas. Et je vois, la fois passée, je tombe sur une vidéo de comment se faire, je sais plus combien de milliers d'euros par mois grâce à ChatGPT en écrivant des. Et ça m'énerve, quoi. Alors, si tu sais pas écrire, ou tu apprends, ou tu fais rien. Ou tu laisses ça aux autres, ouais. Voilà, faire appel à un logiciel pour écrire quelque. Je trouve ça, mais d'une débilité, excuse-moi du terme, absolue. Complètement. Et en plus, ce que je trouve assez grave, moi, c'est surtout que tu puisses
demander, par exemple, une création à la façon de. Par Exactement. exemple, je sais pas, tu veux, une nouvelle, sur une histoire de sorcière, à la façon de, Stephen King. Ouais, Tu rentres ça et en fait, il va copier le style, en fait. Donc là, il y a un vrai problème pour moi. totalement. Et ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, tout simplement. Ça, c'est du vol à l'état brut. Je veux dire, il y a pas de terme poli pour qualifier ça, voilà, donc je dirais pas le terme que j'ai en tête, mais non, c'est du vol pur et simple. Et si tu n'as pas, moi, j'aurais adoré dessiner. Alors maintenant, à part des bons d'hommes bâtons, voilà, je dessine comme une brêle. Bah, je me lance pas dans l'illustration. Je te rassure, je ne sais dessiner qu'une seule chose, c'est un chat de dos. Ah ouais, voilà, voilà. Basiquement, c'est un cul de chat, voilà. C'est la grande blague avec ma femme. J'ai un copain qui est tatoueur, il me dit: «Bah, écoute, tu devrais te lancer», c'est un concept. Donc voilà, je suis pareil que toi. Et c'est extrêmement difficile. Je vais prendre l'exemple de Priscilla Grédé, justement, qui a illustré pour moi les petites histoires à faire peur. Elle est illustratrice depuis de nombreuses années. Elle a arrêté parce que ben, c'est impossible d'en vivre. Bah oui. Ou alors il faudra en percer. Et donc là, elle s'est lancée dans le tatouage. Comme ça, elle marie ses deux passions, le dessin, où elle fait sa création originale, et elle a suivi des cours donc de tatouage, toute une formation. Et donc elle fait ses créations, mais ça lui rapporte de l'argent du coup. Et donc c'est ça que un logiciel comme ça, je trouve ça mais dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Et t'en as même quand tu vas sur les sites, parce que là, bah, forcément pour l'auto-édition, je m'en mets sur les banques d'images comme les Adobe et tout ça, CanStock, tout ce que tu veux. Et regarde un petit peu. Et tu as maintenant des créateurs, entre guillemets, qui font donc des créations en faisant appel à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est lamentable. Bah, non, mais enfin, pour moi, le souci, en fait, c'est que on se dit effectivement c'est un outil, donc ça peut être très bien, ça peut donner des idées, ça peut tout ce qu'on veut, mais le souci à un moment donné, c'est que oui, c'est un outil, mais là, l'outil, il réfléchit à ta place, en fait. Exactement. Tu n'as aucun processus créatif. Bah, c'est ça. C'est là où effectivement le souci, se trouve, entre autres, hein. Moi, j'avais essayé pour m'amuser DAL-I. Hein, tu vois, je parle de ça il y a quelques mois. J'ai dit, tiens, je vais essayer DAL-I. Et j'avais tapé bêtement ben, trois mots. J'avais tapé fille, pleurs et fenêtre. Et il m'a sorti un machin, tu aurais dit une peinture, quoi. Et mais c'est pompé à mort parce que c'est un ami qui me dit, ah, ça ressemble à un truc que je connais et tout. Puis il m'a remontré l'œuvre du peintre que c'était. Que moi, en peinture, voilà, par exemple, j'ai pas de culture. Et il m'a montré ça et j'étais, je vais pas dire horrifié, mais pas loin, quoi. Parce que tu es vraiment dans le. Alors, il y a des choses qui changent, mais où est la limite du droit là-dedans? Il y en a pas, en fait. C'est un terrain de jeu dans lequel il n'y a encore aucune jurisprudence et dans lequel beaucoup d'éditeurs, enfin, j'ai peur de voir beaucoup d'éditeurs s'engouffrer. Parce que, bon, pour un petit éditeur, faut pas se leurrer. Une illustration, ça a un coût assez conséquent. Par exemple, voilà, Darkest of Madness illustré en couleur papier glacé et tout, voilà, ça a un coût de fabrication, ça a un coût de création. Donc effectivement, voilà, tu vas dire, ah, ben, je vais faire 12 illustrations par Midjourney, bah ouais, ça c'est clair, ça va te coûter 0 balles. Mais tu vas voler. Tu vas voler plein de gens. Et ça se fait pas, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Là, ici, je lance ma collection en auto-édition. Donc forcément, c'est une banque d'images. Je fais bien gaffe à ce que l'image renseigne. Et j'ai fait appel à Floating, justement, donc à Christophe Huet, pour me faire toute la maquette, avec tout un design bien spécifique. Voilà, parce que je me vois pas me passer des services d'un illustrateur pour ça, quoi. Effectivement, moi, je suis dans la même démarche. Je préfère aller, vers des artisans, vers des gens aussi avec qui je peux échanger et ça enfin, ça n'a rien à voir. Déjà, je trouve qu'en termes il y a une âme, en fait, Exactement. à ce qu'on te propose. Il y a un processus et moi, je trouve ça fascinant, justement, de discuter un peu avec les créateurs, avec les artisans pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis, en fait, dans cette création. D'où ça vient et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, en fait. C'est ultra intéressant et puis je trouve que ça donne un univers, une vie, en fait, à ce que tu leur prends, en fait. Totalement. Bah, par exemple, quand je demande à ce qu'on illustre mes livres, je ne donne aucune directive. La personne lit l'histoire et illustre selon ce qu'elle a ressenti. Donc c'est pour ça que ça a très bien marché avec Priscilla pour la jeunesse et avec Christophe pour l'adulte. C'est leur vision du texte. Et je trouve ça tellement plus enrichissant d'avoir deux visions dans une histoire que d'en avoir une seule. C'est... Voilà. Il y a une âme, il y a deux âmes, en fait, dans un même récit. Et moi, l'histoire que j'avais fait allez, de science-fiction dans le Darkest of Terror, le démon que m'a fait Floating derrière, il est absolument magnifique, quoi.
Et je l'avais pas du tout imaginé comme ça. C'est ça qui est génial. Non, non, mais effectivement, c'est ça qui est marrant parce que, en lisant la nouvelle, moi non plus, j'étais pas du tout parti sur ce style visuel et en fait, quand je l'ai vu, déjà, il était gigantesque par rapport à ce que je m'étais figuré. Exactement. Du coup, en tournant la dernière page et quand j'ai découvert l'image, je me suis fait: «Waouh!» Je fais: «Ah ouais, là, effectivement, c'est cool, quoi». Ça vient habiller le truc, quoi. Exactement, ça enrichit énormément pour le lecteur et même pour moi. Je veux dire, quand j'ai vu l'illustration, j'ai fait: «Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait lui?» Mais que voilà, je vais faire une intelligence artificielle, je vais taper quoi? Vase, démon et oui, bras, bah, ça va être nul à chier. Je suis désolé des termes, mais ça va vraiment Ah être, ouais, non, mais c'est clair, c'est ça clair. va être pauvre, quoi, ça va être basique et c'est pas honnête de proposer ça à un lecteur, voilà, tout simplement. Alors, on va parler d'édition, on va passer effectivement à ce volet-là. Tu as été, également directeur de collection et ou d'anthologiste Ouais, pour plusieurs maisons d'édition. Sur quoi est-ce que tu te basais pour le choix des livres, du coup? alors là, je fonctionnais au coup de cœur. Alors, faut savoir que le récit ne devait pas être forcément, c'est parce qu'en fantastique, on a toujours l'habitude de dire que tout a été fait depuis la nuit des temps. Je trouve hyper important que l'auteur ait sa propre voix, tout simplement. Voilà. Ça peut être une histoire déjà vue 1000 fois, mais montée, voilà, bah, je suis pas le dernier à en avoir fait, hein. C'est hyper important que tu aies ta propre voix, que tu proposes au lecteur ta vision de la chose. Et là, du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, ce côté original, entre guillemets, j'aimais vraiment bien. Le côté no limite, j'aimais bien aussi, même si souvent, il a été bridé, voilà, par crainte, justement, la bienséance actuelle est vraiment dévorante. Moi, il y a une nouvelle que j'ai adorée qui était de Sophie Daba, qui s'appelait Papa, Maman, l'inceste et moi. C'est horrible, hein. Déjà rien que le titre, t'as compris. Rien que le titre déjà, oui, c'est clair. Voilà, rien que le titre Papa, Maman, l'inceste et moi, c'est atroce. La nouvelle est une véritable claque. Je l'avais sélectionnée pour une anthologie chez Lune Écarlate et l'éditrice m'a fait écoute Fred, non. Celle-là, elle dépasse toutes les limites, non. Et moi, j'adorais cette nouvelle. Mais voilà, t'es directeur de collection, l'éditeur a le dernier mot, donc j'ai pas pu la prendre. J'ai réussi à la recaser dans Phoenix, parce que Michael Scolians, lui, il osait tout. Et Marc Pailly, qui était le président du prix Masterton, enfin, qu'il est toujours d'ailleurs, avait adoré également cette nouvelle, parce que j'ai collaboré avec lui sur une anthologie pour Lune Écarlate. Et voilà, il y a un autre auteur, c'est Guillaume Lemaître. Lui, c'est un fou furieux. C'est un fou furieux, ses textes sont trash, sont violents, sont cruels, mais sont super bien écrits, en fait. Il arrive à te suggérer un dégoût face à la nature humaine. Enfin, du moins, dans les deux textes que j'ai sélectionnés, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Donc, j'aimais bien me baser sur l'originalité ou le caractère totalement irrévérencieux de certains textes, proposer au lecteur des choses. D'ailleurs, la collection que j'avais chez Livrebook s'appelait Les Vilains Contes. Parce que voilà, c'est des petites nouvelles, mais elles avaient toutes quelque chose d'assez acide, d'assez dérangeant, et derrière parfois un classicisme comme ça dans la forme, mais en fait le propos n'était pas classique, et c'est ça que j'aimais bien proposer en fait. Donc c'était toujours au coup de cœur, et pas au copinage, parce que d'ailleurs plusieurs auteurs à qui je suis pote m'ont dit, enfin, elle dit, c'est la quatrième nouvelle que tu me refuses. J'ai ce que je te dise, moi, propose-moi autre chose. Et voilà, mais bon, ça se passe toujours bien. Bah voilà, y a pas le déclic, effectivement, si t'as pas le déclic, Mais ça voilà, se mais commande ça pas, se hein. passait toujours très bien. Bon, maintenant, il y avait toujours des auteurs qui prenaient le fait très mal. J'ai reçu de très nombreuses insultes par mail à l'époque. Ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, parce que déjà, je suis pas payé. Alors, si je suis pas payé et en plus que je me fais insulter, bon, non, ma maman ne fait pas le trottoir, elle ne fait pas des ristournes, je suis désolé. Donc, voilà, quoi. Voilà, j'ai arrêté. Et puis en plus, c'était très chronophage et ça diminuait mon temps d'écriture. Et à un moment donné, ça, je l'ai mal vécu. Donc, parce que l'écriture, bah, c'est une respiration, je sais pas. Donc, voilà, on me le diminuait, ça n'allait pas. Et il y a aussi le fait d'avoir peur d'être inconsciemment influencé. Tu vois, que inconsciemment, tu as une idée qui reste comme ça à la surface quelque part derrière et que tu dises, merde, ça a déjà été fait quand tu l'écris. Et je voulais pas ça, en fait. Donc, oui, j'ai mis le halte là. Ouais, bah, effectivement, à un moment donné, il faut faire des choix, hein. Tu peux pas être partout, de C'est toute ça, je façon. faisais chroniqueur métal pour le Suricat Magazine, parce que, ben voilà, je mange autant de métal que d'horreur. Je faisais chroniqueur livre pour Phoenix Magazine. Et là, tu vois, là, j'avais pris le parti pris, en fait, avec le rédacteur, j'avais expliqué, hein, à Marbailly, que je ne chroniquerais que les livres que j'aime. Parce que qui suis-je pour dire que tel livre est bon ou est mauvais? C'est pas mon taf.
et je suis moi-même auteur. Et donc, ça me mettait un petit peu en porte-à-faux. Donc, j'avais pris le parti pris de ne chroniquer que mes coups de cœur. Voilà. Mais aussi, à un moment donné, j'ai arrêté par manque de temps, quoi. Alors c'est vrai que tu as déjà accompagné, hein, pas mal de d'auteurs. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement? Alors, c'est simple, je vais te donner le conseil le plus simple, c'est de croire en toi. Si tu... Alors, faut savoir que c'est énormément de travail, que même si tu as le don à la base ou un talent à la base, le travail est la clé de tout. Tout auteur qui réussit travaille comme un forçat. Je vais prendre par exemple, je vais reprendre l'exemple d'Arnaud Codeville. Arnaud Codeville a beaucoup de talent, c'est un très bon auteur, mais c'est une bête de travail. C'est une bête de travail. Je sais pas comment il fait parce il fait ses graphismes et tout. Bon, et maintenant, il s'entoure, il paie aussi des correcteurs. Donc, il s'entoure de personnes compétentes pour améliorer son récit. Voilà. Il faut, à un moment donné, ne pas avoir peur de s'entourer des personnes qui vont te dire, écoute, là, t'as merdé. Et donc là, je parle de sortir du cadre familial parce que c'est très difficile aussi pour la famille de, voilà, il y a D'être objectif. un impact émotionnel. Voilà, il y a un Oui, bien impact sûr, émotionnel. bien sûr. Donc, prendre des personnes extérieures de confiance qui vont pas hésiter à te pousser dans tes retranchements et à t'égratigner. Moi, j'en ai 3 comme ça. Elles me malmènent de A à Z, mais c'est pour mon bien, quelque part. C'est pour le bien du récit, donc au final, le bien du lecteur. Donc, c'est vrai que par moment, il faut ravaler un peu sa fierté. Quand tu es persuadé d'avoir accouché de quelque chose de génial et qu'on te dit après, bon, écoute, c'est caca, ça te fait pas spécialement plaisir. Mais si on te J'imagine. justifie le pourquoi du comment, bah, au final, tu dois bien admettre que l'autre a raison. Donc, tu as le talent, il faut beaucoup de travail, il faut l'humilité. L'humilité, c'est le secret de tout. Je vais prendre l'exemple de Franck Tillier, qui est un auteur extraordinaire et qui est toujours d'une humilité phénoménale. Je veux dire, moi, à chaque fois, tu vois Franck Tillier, tu ne saurais pas dire que le mec, il te vend des millions de bouquins, qui est traduit dans plein de langues. Non, voilà. Mais c'est des bourreaux de travail. Sir Cédric, même chose aussi. Cédric, je le connais bien maintenant. Voilà, c'est des bêtes de travail, tout simplement. Tu peux avoir autant de talent que tu veux, il faut bosser derrière. Il faut bosser, il faut être humble, il faut croire en soi. Croire en soi. Moi, j'ai été une fois cassé par un éditeur. J'ai fait une grosse pause entre 2004, que je ne dis pas de bêtises, hein, entre 2004 et 2010. J'ai fait 6 ans de pause où j'ai continué à écrire, mais j'ai rien publié entre deux. Parce qu'un éditeur, à l'époque, m'avait envoyé, comme réponse à mon mail, avec mon manuscrit, que je rendrais service à tout le monde en me cantonnant à un rôle de lecteur et non pas d'écrivain. Vache, ça c'est vache pour le coup. J'ai mis 6 ans à l'avaler Tu m'étonnes. parce que c'est dégueulasse. Je garde le nom de l'éditeur pour moi parce que bah, voilà, c'est un abruti et puis de toute façon, il m'a plus dans le circuit. Mais voilà quoi, donc c'était. Voilà, parfois il y a des réponses. Bon, il y a la réponse type, hein, ne convient pas à l'éditorial. Ça, on s'en fout, on passe à autre chose. Parfois, tu as des éditeurs qui te font un retour personnalisé. Ça, c'est génial. Même s'ils refusent ton texte, c'est génial parce qu'ils vont te dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce que tu devrais, selon eux, améliorer. Il faut savoir qu'un éditeur ne détient pas forcément la vérité parce qu'il est éditeur, tout simplement. Non, non, bien sûr. Non, mais après, c'est toujours intéressant d'avoir un retour tant qu'il est constructif. Exactement. Tant que c'est constructif, c'est toujours très intéressant. Et c'est vrai que là, actuellement, maintenant, je refuse, entre guillemets, pas je refuse, mais comment je veux dire, je ne refuse pas d'aider. Mais quand on me dit, ah, tu pourrais lire mon manuscrit, il faut savoir, j'en ai 20 par mois comme ça. Tu voudrais pas lire mon manuscrit? Non. Non, c'est pas possible. En fait, c'est pas faisable. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai matériellement pas le temps entre mon boulot alimentaire, ma famille, mes 3 gosses, mon écriture. Voilà. Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que quand on me dit, ah, toi, penses quoi de ça, de tel éditeur et tout, là, je suis le premier à aider, il n'y a pas de problème, quoi. Mais il faut croire en soi, il faut se lancer. Il faut se lancer, c'est ça qui fait le plus peur, c'est le regard des autres, en fait. Le premier bouquin, c'est un peu. Moi, j'ai une amie, c'est Alicia Alvarez, qui a sorti son premier livre chez Nutiship à l'époque. Enfin, bon, elle a quitté Nutiship, c'est un autre discours. Mais je lui ai dit, bienvenue dans la cage aux fauves. Parce que ça fait peur. En fait, c'est comme un gladiateur qui rentre dans l'arène. Tu soumets quelque chose qui vient de toi au regard des autres. Et tu sais pas comment ça va être accueilli. Et encore maintenant, moi, quand je sors un roman, je peux te dire que, pas que je suis en stress, mais je me dis comment les lecteurs vont l'accueillir. Là, par exemple, depuis plusieurs années, je fais beaucoup de jeunesse. Là, mon dernier roman adulte est sorti en 2019, hein. On est en 2023. Donc ici, le premier bouquin adulte, donc sur l'enfance, va sortir cette année-ci, après 4 ans d'interruption. Je dis comment il va être accueilli. Alors moi, j'en suis satisfait, sinon il ne serait pas édité, et l'éditeur en est satisfait aussi. Mais voilà, tu as cette tension, en fait, qui est toujours là. Et il faut passer au-dessus de ses appréhensions et oser se lancer. Et des auteurs talentueux, il y en a un paquet. C'est phénoménal.
Ça marche. Alors c'est vrai que tu en as parlé un petit peu plus tôt, l'auto-édition, qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène? On le voit de plus en plus? Alors, comment je veux dire? Moi, je suis pour. Déjà, de toute façon, je pars du principe, il y a des très bons romans d'auto-édités. Ben, je vais reciter Arnaud Codeville ou Christelle Colpart, qui avant était édité chez Livresse et tout, mais qui a fait son chemin d'auto-édition, ou Violan, qui est en auto-édition. Et t'as aussi de la merde. Bah, évidemment, comme je dis, c'est du travail. Donc, si tu te remets pas en question, que tu écris ton bouquin, que tu es persuadé que le premier jet est le bon et que tu ne te fais pas entourer, bah, tu te fais fracasser derrière, quoi. Tout comme il y a des très bons romans chez les éditeurs et de la merde chez les éditeurs. Voilà. La vérité est au milieu, en fait. L'auto-édition, c'est complémentaire à l'édition. D'ailleurs, de très nombreux auteurs sont hybrides. Par exemple, Michael Fandris est édité sous le nom de Richard Colombo en BD, en grosse maison d'édition, sous Michael Fandris en petite maison d'édition, en auto-édition. Voilà, je veux dire, on peut manier les deux facettes. Moi-même, je peux comprendre, tu as des petits éditeurs, tu as des éditeurs comme ça. Déjà, tu as les éditeurs à compte d'auteur. Donc ceux-là, il faut les fuir comme la peste. Et tu as les éditeurs à compte d'éditeurs, effectivement. Mais ce sont des petites structures. Donc, savoir que tu vas quand même toi-même faire. Alors, ils vont être de très bonne foi, ils vont faire un très bon boulot. Mais voilà, ils pourront pas t'accompagner pendant 6 mois sur ton bouquin. C'est toi qui vas faire la majorité de la promo. Ils vont en parler pendant un mois, puis ils vont passer à un autre bouquin. C'est logique. C'est très peu viable pour les petites maisons d'édition. Franchement, ceux qui se lancent comme éditeurs maintenant, chapeau bas, parce qu'il faut avoir un sacré courage. Moi, j'apprends l'exemple de Michael Skonians. On s'est rencontrés, je dédicaçais à l'époque Suture, justement, qui venait de sortir à Lune écarlate. Et il tenait un stand, il était diffuseur à l'époque. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et humainement, le contact est passé tout de suite. Et puis il m'a dit, je compte me lancer comme éditeur. Donc j'ai soumis un manuscrit jeunesse. Voilà. Et puis après, c'est devenu mon éditeur principal. Puis après, il a arrêté, il a fait un burn-out parce que le milieu d'édition, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc je ne vais certainement pas critiquer les petits éditeurs qui ont le courage d'y aller. Mais c'est vrai que pour la plupart, il manque la visibilité. Donc, l'éditeur, celui qui se dit, voilà, mon roman a été signé chez un éditeur, je ne sais pas, X, Y ou Z, et je vais péter la baraque. Non. Déjà, si tu veux péter la baraque, tu fais rappeur. Tu t'appelles Joule, tu sors ta merde d'une poubelle. Enfin, excusez-moi pour les fans de Joule, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, je te rassure. Mais voilà, quoi. Je suis désolé, il faut. Là, comment dire ça? Tu vois, on va prendre un petit peu le principe de l'intelligence artificielle. Le mec, il sait pas chanter, il base tout sur autotune. Voilà. Et puis dans une chanson, il dit, tu dis que j'ai une belle voix. Ah bah mec, enlève l'ordinateur qu'on rigole, quoi. Mais bon, voilà. C'est un peu le principe de l'auto-édition. C'est un super outil. C'est un super outil pour autant que tu le fasses sérieusement. Donc moi, voilà, comme je disais, j'ai des petits éditeurs qui ont fait faillite, qui ont fermé. Et donc, ces romans-là, comme Le Souffle des Ténèbres, par exemple, parce que c'est le premier de la série, il est sorti pour la première fois en 2012, donc je l'ai réédité en auto-édition. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je veux qu'il soit toujours disponible pour les lecteurs, et puis c'est tout. Donc, je suis sûrement passé par Amazon pour qu'il soit disponible pour les lecteurs sur Amazon en numérique et en papier. L'auto-édition, c'est quelque chose de super bien tant que tu l'utilises bien et que tu es sérieux dans ton travail. T'as des clivages hein, qui se sont faits naturellement, j'ai envie de dire. T'en as qui disent, oh, ben, c'est pas un éditeur, donc son roman a été refusé, c'est de la merde, c'est pour ça qu'il fait de l'auto-édition. C'est faux. Voilà, je veux dire, il y a plein de romans qualitatifs en auto-édition. Et t'as des clivages qui sont, ah, moi je ne lis que des auto-édités, moi je ne lis que des édités. C'est débile. La vérité, elle est au milieu. Lisez de tout, quel que soit le canal de diffusion. Bah, l'idée, c'est de se faire sa propre opinion, voilà, hein. Exactement, exactement. Alors, t'as déjà enfilé la casquette de scénariste pour l'adaptation en court et long métrage de la nouvelle L'Ami ou The Friend, qui est issue des contes d'Amy. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Parce que du coup, il a fallu que tu adaptes. Alors ça, c'était très, 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 très compliqué. Quand Fabien est venu vers moi, déjà au départ, moi quand j'ai reçu le mail en disant voilà, je suis réalisateur, j'aimerais adapter votre nouvelle, moi je me suis dit, il y a un pote qui me fait une blague. C'est pas sympa. Mais en fait, c'était pas une blague. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est une écriture totalement différente. Parce que tout doit être visuel ou auditif. Tout doit être tangible dans un scénario. Tu décris chaque mouvement. Elle rentre dans la pièce, la caméra. C'est un truc, c'est horrible. Donc j'ai suivi des cours, en fait, pour apprendre à écrire ça convenablement. Et le réalisateur, Fabien Montagnier, qui est également scénariste avec moi, forcément, parce qu'il a porté toute sa vision des choses, ce qui fait qu'au final, le film ne ressemble plus du tout à la nouvelle, à part le principe de base. Ça va, on a fait je sais pas combien de versions de ce film, qui fait 90 minutes. Donc 90 minutes, tu comptes environ, dans un scénario, 1 minute par page.
Donc c'est 90 pages à 4. Mhm. C'est un truc de fou. C'est extrêmement enrichissant parce que ça m'a appris une autre méthode d'écriture. Donc voilà. Mais c'était extrêmement difficile parce que tous les mécanismes dont je parlais tantôt, d'écriture mécanisme automatique, et c'était tous cassés en fait. Mais oui. Ça te déconstruit totalement. C'est le terme à la mode, la déconstruction, là. Ça te déconstruit totalement ta façon d'écrire. Et c'est enrichissant et ça fait peur en même temps parce que tu t'aventures dans l'inconnu. C'est une expérience géniale. Alors là, le court-métrage a été fait. En plus, on a eu, je crois, 7 prix internationaux. On a eu en Italie, en Allemagne, à Londres. Enfin bref, déjà, on avait une équipe formidable. Je veux dire, que ce soit Romain ou Jules. Enfin, c'était vraiment... les acteurs étaient super. Fabien, Olivier et Jérémy Bonster sont super aussi. Ils connaissent leur taf sur le bout des doigts. Ils sont carrés, ils sont millimétrés. Alors, le long-métrage n'a pas abouti. En tout cas, n'a pas encore abouti. Parce que c'est très difficile. Voilà, on a trouvé une partie du financement, puis il manque une autre partie de financement, puis le Covid entre les deux, ça n'a pas arrangé les choses. Au contraire, d'ailleurs, ça m'a handicapé beaucoup de choses. Fabien a été appelé sur d'autres projets pour France Télévisions, donc il donne ça, en espérant que ça donne un influx. Pour le moment, c'est en stand-by. Voilà. Le projet n'est pas avorté, loin de là, mais c'est en stand-by pour le long métrage, puis on verra bien. Ce qui m'a fait une expérience extraordinaire aussi, c'est de faire le BIF à Bruxelles, le Festival de films Bruxelles. fantastiques de Bruxelles. Mhm. Ouais. Et d'avoir ton film projeté dans la salle de cinéma, le court-métrage, Ouais. avec le public qui était là. Et le public du BIF, bah, s'il aime pas, t'es au courant, quoi. Heureusement, ils ont adoré, parce que je peux te dire, j'étais là dans mon siège, et je n'en menais pas large, quoi. Ça a été les 4 minutes les plus longues de mon existence. Je me dis, J'imagine. comment ils vont réagir, quoi. Mais pour finir, ils ont applaudi, ils ont adoré, donc j'étais soulagé et au paradis, parce que c'est aussi une sensation extraordinaire. C'est un peu le rêve, je veux dire, pour un écrivain, de voir ton œuvre projetée sur un écran de cinéma. Ben voilà. Moi, j'ai eu que 4 minutes projetées sur un écran de cinéma, mais je m'en fous. Je suis super content, quoi. Bah, surtout s'il a été bien reçu. Alors, le court-métrage, du coup, il est dispo sur ton site internet? Il est dispo sur YouTube, en tapant The Friend et Fabien Montagnier, donc le réalisateur derrière. Mhm. Il y a le court-métrage qui est disponible, il est en anglais. Voilà, je suis hyper satisfait, hyper content. J'adore l'atmosphère, j'adore l'ambiance. J'ai assisté au tournage. Alors, il faut savoir, là, j'étais fracasse parce que le tournage se faisait de nuit, près de Paris. Et j'avais été, et le lendemain, j'ai dû casser au bif, à Bruxelles. Ah oui. Le lendemain, c'était la nuit des morts vivants, quoi. J'étais défoncé, j'en pouvais plus, j'étais mort, quoi. Mais c'était une expérience extraordinaire d'assister au tournage d'un truc que tu as écrit. Et ouais, non, c'est une expérience qui va rester gravée en moi à vie, quoi. C'est phénoménal. Ah bah ouais, j'imagine. Est-ce que du coup, t'as été approché pour d'autres adaptations de tes œuvres sur petit ou grand écran, du coup? Alors, j'ai eu comment ça s'appelle, Frickson, la plateforme de vidéo à la demande horrifique Frickson, c'est un peu comme Shadows, Mhm. qui m'a approché pour faire un conte audio. Donc j'ai écrit une nouvelle de Noël horrifique, qui s'appelle Merry Witchmas, et ça a lancé la saison 1 de le premier épisode, pardon, c'est l'épisode pilote de la saison Ombre portée. Voilà. Donc là, c'est disponible en ligne sur la plateforme de vidéo à la demande Frickson. Il y avait un autre projet d'adaptation avec Emmanuel qui était en cours, qui a été mis en pause, mais je revois Emmanuel à Reims, justement. Donc voilà, on va rediscuter de vive voix. Et ouais, j'ai été approché de ce côté-là, donc ça fait super plaisir, encore une fois, parce que c'est une preuve de confiance. C'est une preuve que ton travail est de qualité, déjà. Et ça fait super plaisir de voir que des personnes comme ça sont prêtes à investir, parce qu'elles croient en tes histoires. C'est phénoménal. Comme sensation, c'est phénoménal. Je dis souvent phénoménal, mais c'est phénoménal. Voilà. Ça fait super plaisir. Et donc, ouais, là, c'est les deux seules expériences que j'ai actuellement. Peut-être qu'il y en aura une troisième, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais dans tous les cas, je suis déjà ultra content de ce que j'ai eu. Bah oui, c'est sûr que c'est une reconnaissance, et puis effectivement, c'est un autre média, donc ouais, ça doit être super, ouais, j'imagine. Ah ouais, non, c'est génial, quoi. Et alors, du coup, on parlait Tu remarqueras, j'ai pas de. dit phénoménal. Tout à fait, j'ai noté l'effort. Alors, du coup, dernièrement, est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a mis une claque, qui t'a marqué? Ah, le livre qui m'a mis une claque, c'est une trilogie. En fait, c'est les dossiers que tu lus chez Brajlon de James Lovegrove. Ça, c'était vraiment l'hypercute, vraiment. Parce que c'est un truc avec Tulu, ça a été ultra abordé, rarement aussi bien que Lovecraft, mais ça a été ultra abordé. Et lui, il a fait un mix, Sherlock Holmes, c'est un truc.
c'est un truc de fou, en fait. Je veux dire, on n'est pas loin de frôler le génie, parce que les deux mécanismes. Alors, il y en a qui décrient la trilogie, mais moi, personnellement, ça a été le gros coup de cœur. Voilà, tout simplement, le gros coup de cœur. Littéraire, c'est vraiment celui-là. Le dernier que j'ai eu, c'est celui-là. C'est vrai que Brajlon, moi j'adore ce qu'ils font, quoi. Je trouve que leurs éditions, elles sont super quali. C'est ça. C'est vraiment. T'as les tranches dorées sur la trilogie que tu lis, t'as les tranches qui sont dorées. Le livre est un magnifique objet. Et l'écrit est de qualité. Voilà, bon, c'est pas le cas de tous les romans, forcément, maintenant ça dépend du ressenti, c'est toujours très subjectif, hein. Tout à fait. Mais là, la trilogie, là, que ce soit. Ou alors, t'as aussi chez Mnemos, l'intégrale Lovecraft qui est sortie, le Oui, coffret. C'était un fait dans son module. Les 7 tomes. c'est ceux-là où t'as les illustrations? Ouais, où t'as la correspondance de Lovecraft avec Robert Howard et tout et tout. Ah oui, C'est d'accord, c'est- ok. c'est un truc de fou. Bah là, j'ai participé au financement, évidemment, et l'intégrale est là, elle est magnifique, elle est superbe. T'as les illustrations, c'est chez Brajlon aussi, avec François Béranger. Ça aussi, Ok, les, et les- les les montagnes adaptations de François hallucinées. Béranger. Ouais, c'est ça, voilà, les Ouais, c'est montagnes ça. hallucinées, l'appel de Cthulhu, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai les quatre. C'est un travail. Mais voilà, justement, tu vois, on parle d'illustration et d'âme tantôt. Mhm. Voilà, une intelligence artificielle n'aboutira jamais à un tel résultat, à une telle perfection. C'est hallucinant le travail qu'il fait. C'est monstrueux. Ça te donne une nouvelle lecture de la nouvelle, en fait. Et c'est ce que je parlais de l'importance d'avoir un autre regard, le regard de Béranger associé à celui de Lovecraft. Ça donne quelque chose de monstrueux. Là, c'est vraiment de l'horreur cosmique. Voilà. On dit souvent ça pour Lovecraft, mais là, c'est vraiment ça, quoi. C'est magnifique. Magique. Ça, c'est vraiment mes livres coup de cœur. Mais tu remarqueras qu'on tourne quand même beaucoup autour de Lovecraft, là. C'est vrai, ça revient un petit peu de temps en temps. Voilà. Sinon, en auteur moins célèbre, ben, mon dernier Rupercute, j'en parlais tantôt, c'est Violan. De par le côté transgressif, le côté irrévérencieux, le côté paf dans ta gueule, j'ai envie de dire. Mhm. Voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose de sale, style puterie de Saint-Valentin. Non, c'est extraordinaire. Voilà, Violaine est vraiment un gros coup de cœur dans le côté j'y vais à fond les manettes et j'en ai rien à foutre. C'est hallucinant. Et je suis vraiment content qu'elle trouve son public parce qu'elle le mérite. Là, elle vient de signer un tome chez Carnage, aux éditions 52, si je dis pas de bêtises. Il faudra que je l'achète d'ailleurs. Voilà, non, non, Violane est pour moi un futur grand nom de la littérature horrifique de demain, ouais, ça c'est sûr. Bah, je te dis, ouais, c'est marrant parce que on m'en a parlé, je la connaissais pas du tout, hein, je l'ai découverte bah, sur la dernière interview que j'ai donnée où effectivement on m'en a parlé. Donc Alors j'ai tu vas regardé. aimer ou détester, hein. Ouais, oui, bah je me doute que vu ce qu'elle propose, on est sur quelque chose d'assez clivant, je pense. Mais Ouais, j'ai commencé à regarder ce qu'elle proposait. Moi, j'avais regardé les contes venimeux notamment. Je pense que, enfin, le concept en ouais. tout cas me paraissait assez fun. Et je sais pas trop encore par quoi commencer, mais oui, je vais vraiment aller m'intéresser à ce qu'elle propose en tout cas. Non, franchement, il fallait oser, c'est original, et voilà, le style d'écriture, on adhère ou pas. Moi, j'adhère totalement. Voilà, bah bon, c'est vrai que je suis assez éclectique, mais comme tu disais, à juste titre, c'est clivant. Mais ceux qui adorent ce genre-là, je crois qu'ils devraient kiffer, quoi. C'est un petit peu, tu vois, la collection Gore, Fleuve Noir. Tout à fait. Mythique. Bah, voilà, mythique, t'es dans cet état d'esprit-là. Et justement, j'en profiter pour faire un clin d'œil à Marc Falvo. David Didlot avait sorti Dissection d'une collection, Gore, un ouvrage qui est aussi mythique et indisponible, et va être édité aux éditions Faute de Frappe, dans une édition collector augmentée, qui en précommande, d'ailleurs ça sort en mars, je crois. Et j'ai la chance d'être dedans, en fait, avec une nouvelle. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que Viola est dedans aussi. Donc, Ok. voilà, on va partager le sommaire avec deux textes différents, évidemment, deux approches différentes. Moi, je suis moins frontal que Viola. Mais voilà, non, ça va être très chouette, c'est un bel ouvrage, et c'est chouette que cet ouvrage qui est mythique de David Didlot soit reproposé au lecteur. Parce que voilà. Moi, je m'en fous, je l'ai en édition originale, je l'aurai en édition augmentée ici après, quoi. Oui, bah, bah, en même temps, si tu y as participé, effectivement. Mais ouais, l'éditeur m'a dit, ah, tu pourrais m'écrire une nouvelle. Donc j'en ai envoyé une, il m'a fait non, j'aime pas. Moi, j'en ai envoyé une deuxième, il m'a dit non, j'aime pas. J'en ai envoyé une troisième, il m'a dit non, j'aime pas. La quatrième a été la bonne. Comme quoi, voilà, c'est. Effectivement, donc la persévérance, hein. Bah ouais, mais c'est le secret, comme je disais tantôt, c'est le travail. C'est le travail qui te mènera à un résultat. Alors toi qui es gamer aussi, Ouais. est-ce que tu as un jeu vidéo
à nous recommander? Bah, pareil, hein, quelque chose qui t'a marqué un peu récemment? Alors, moi, je vais pas être original pour 2 balles, hein, mais C'est pas grave, je te rassure. j'ai perdu 240 heures de ma vie sur Elden Ring. Ah, mais oui, oui, effectivement, le phénomène. Le phénomène, le jeu, déjà, je suis fan des Souls, Bloodborne, Sekiro et tout ça à la base. Mhm. Elden Ring, j'ai trouvé beaucoup plus facile qu'un Souls, déjà. Donc, c'est vrai que là, à part un ou deux boss, mais c'est vrai que là, en termes de challenge, bon, voilà, c'est pas aussi ardu qu'un Souls, mais par contre, je crois que c'est la volonté de From Software de faire tout public, mais par contre, l'univers proposé est gigantesque. Tu peux passer des heures à te balader, mais purement pour le plaisir de te balader et de massacrer un ou deux morts vivants qui traînent, bien sûr. Mais c'est un monstre. Ce jeu est un pur monstre. Et là, je suis à 61 heures de jeu sur God of War. Hein, tu vois, je suis pas original. Mais voilà, God of War, déjà, c'est une claque monumentale, mais pas uniquement visuelle, en termes de narration. C'est Mhm. c'est un chef-d'œuvre. C'est maîtrisé, c'est profond. Ils ont sorti Kratos de son côté beaucoup de sanguinaire pour en faire un être humain, enfin. C'était déjà amorcé dans le précédent, mais là, c'est vraiment plus fort. Atreus prend beaucoup plus d'importance. Sinon, j'ai acheté un jeu qui me fait de l'œil depuis longtemps, c'est Callisto Protocol. Voilà. C'est Callisto Protocol. Voilà. Oui, tout à fait, dans la lignée de Dead Dead Space, Space, hein. exactement. Le remake de Dead Ouais, Space, à la j'ai pas fois Dead encore fait. Space pour moi. Ah ouais, moi non plus, mais alors les originaux, c'est vraiment pour moi, bah c'est monstrueux quoi. Ce qu'ils ont fait sur ce jeu, Le- Ah ouais, non, ouais. l'ambiance sonore, elle est dingue quoi. Tu peux pas mettre pause, t'entends des bruits en permanence, t'entends des bruits bizarres. Tu te dis mince, est-ce que t'es en train de regarder ton menu dans le truc et puis tu te dis mince, est-ce que je vais pas me faire sauter dessus par une bestiole à tout moment qui va venir du plafond, du mur, de derrière. Exactement. Ben, C'est j'ai une anecdote à ce sujet-là, pour rebondir sur ce que tu dis. C'est quand je jouais, c'était dans mon ancienne maison, j'avais déposé la télécommande de la TV sur le dossier du fauteuil. Et t'as un passage où t'as pas de gravité dans le Dead Space 1. T'as un passage, une zone tout à sans fait. gravité. Et ah ouais, j'ai dû bouger beaucoup en me démenant. Et la télécommande est tombée dans mon dos. Je me suis levé du divan en hurlant comme un cochon. Et ma femme s'est demandé si j'avais pas un problème mental. Tellement j'étais dans le jeu. Et justement, comme tu dis, cette sensation qu'on peut surgir de n'importe quel côté et t'attaquer. Et le contact dans mon dos, je te jure, je me suis levé du divan en hurlant, la manette en main. Non, c'est un jeu extraordinaire. Le premier Dead Space était purement extraordinaire. Et comme tu dis, Ouais, l'ambiance sonore c'est était clair. magnifique. Magnifique. Ah oui, non, mais c'est hyper bien travaillé. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. John Carpenter, qui s'est quand même retiré depuis un moment de la réalisation, Mhm. il a confié que ça le botterait bien de faire une adaptation ciné de Dead Space. Ah, je savais pas ça. Lui, c'est un gros gamer aussi. Et il a dit plusieurs fois en interview qu'effectivement, lui, ça le botterait bien de faire un Dead Space. Et enfin, quand on sait qu'effectivement, il y a quand même des ponts entre The Thing Ouais, et Dead Space, totalement. bah, ce Totalement. serait, ce serait vraiment la personne pour le faire, c'est clair. Ça, ce serait mon prochain film au cinéma, j'ai envie de dire. Ah bah là, je fonce, je réserve ma Voilà. place, je fonce au cinéma Bon, ça directement. me changerait des dessins animés que je vais voir avec les enfants, mais j'irai pas avec les enfants, c'est pas grave. Peut-être avec la plus grande. Mais Non, voilà. effectivement, là, avec les enfants, ce serait peut-être pas tout à fait Bah, indiqué. tu sais, encore hier, moi j'en ai trois, hein, c'est 6 ans, 10 ans, 14 ans et demi, ils sont ultra fans de films d'horreur. C'est horrible, en fait. D'accord, La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et ma petite, elle a pas peur. Là, tu vois, t'as les polémiques. T'as la polémique. Ah, la peluche Huggy Wuggy traumatise nos enfants. tout à fait. Moi, je pars du principe, un enfant est traumatisé si tu lui expliques pas les choses. Voilà, tout simplement. Un enfant est assez intelligent quand tu expliques pour comprendre. Donc, les peluches Huggy Wuggy, elle en a trois. Savoir si son doudou pour dormir, ça la rassure. C'est une monstruosité pas possible. Mais bon, voilà. Mais ici, il y a un film qu'elles adorent. C'est Willy Wonderland, si je dis pas de bêtises. Avec Nicolas Avec Cage. Nicolas Cage, ouais, il est marrant celui-là. Série Z. C'est une série Z. C'est un peu comme Five Nights at Freddy's, le jeu, où il massacre des grosses Tout à peluches et il fait. n'y a pas une seule ligne de dialogue. Il ne dit pas un mot de tout le film. Il joue au flipper, il boit des bières et il massacre des peluches, quoi. C'est pas des bières qu'il boit, c'est des boissons énergétiques, hein. Boisson énergisante, c'est vrai, c'est juste, t'as raison. Mais, et ils l'ont regardé au moins 4-5 fois. Hier après-midi, ils ont encore dit, ah, on peut regarder. Je dis, bah ouais. Et ils étaient là, à 3, en train de regarder Nicolas Cage défoncer un gros gorille dans un lavabo. Non, non, mais il est très drôle ce film. Moi, je l'ai vu, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est une hallucination, quoi. Je Voilà, veux dire, t'as la musique justement très enfantine et tout, avec les grosses peluches. c'est Enfin, ça. ouais, c'est très fun, très fun. Mais c'est ça que j'adore, tu vois, je parlais tantôt de série Z assumée.
Ça, c'est une série Z assumée et j'adhère totalement. Ah bah ouais, Parce que bah, c'est clair. je me suis bien marré quoi, à le regarder. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, ouais, Nicolas Cage, pour le moment, il ne tourne que dans des navets. Alors c'est vrai qu'il tourne aussi dans des navets, on est bien d'accord. Mais il se fait plus un nom dans le bis que le grand nom qu'il avait avant, quoi, j'ai envie de dire. Bah, ça lui a permis de revenir un peu, et Exactement. notamment sur des projets, qui passent au cinéma. Mais là, il est revenu sur des trucs effectivement où là, il est moins dans le bis, comme des films comme, Pig, Ouais. par exemple, ou des trucs comme ça où là, effectivement, c'est un peu différent, mais dans le bis, oui, il a un nom parce qu'il a fait des projets assez, hallucinants comme, Mandy ou des trucs comme ça. Je veux Ouais, dire, c'est voilà, ou Ghost Rider. fallait oser, quoi. Ghost Rider, l'adaptation, le 1, le 2, c'est une bouse. Mais le 1, je le trouve vraiment mais fidèle aux comics et génial, quoi. Là, pour le coup, Nicolas Cage, c'est un vrai fan de Ghost Rider Mhm. et donc voilà, il voulait absolument faire partie du projet et tout ça, bon. Où il y a un film que j'adore avec lui, c'est avec Ron Ouais. Perlman, comment il s'appelle? Le dernier des Templiers. Dernier Templier, avec Ron Perlman. Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et Ouais, encore une fois, là, avec la t'es dans... sorcière. Ouais, c'est ça. Et là aussi, t'es quelque part dans le bis, mais enfin, avec des gros moyens. Mais le film, bah, il marche, quoi. Il marche. Je suis désolé, je l'ai acheté en Blu-ray. Voilà, enfin, en occasion, on est bien d'accord, j'ai pas payé 20 balles, hein. J'ai trouvé à 5 balles en occasion, mais je l'ai acheté, quoi. J'ai déjà regardé il y a pas longtemps, et puis voilà. Là, ici, après le podcast, tu vois, je vais aller regarder Flash Gordon, Ouais, l'original? l'original, ouais. D'accord. Donc voilà, tu vois, les vieux films, je marche à ça, quoi. C'est clair. Comme Nicolas Cage, pour moi, reste un immense. Enfin, de toute façon, j'ai deux acteurs favoris, pas être original, Johnny Depp et Nicolas Cage. Et bah, quand tu sais que l'un est fan de l'autre, hein, mais c'est deux acteurs complets qui peuvent tout jouer et être crédibles. Voilà, j'adore. Ah oui, puis ils ont pas peur d'aller proposer des personnages complètement Ah barrés. ouais, Enfin, il y a qu'eux pour proposer des trucs comme ça, ils quoi. Je veux dire, cassent leur image et ils y vont. Et franchement, non, j'adore, j'admire, quoi. ah ouais, c'est sûr. Ils ressortent toujours sur les films dans lesquels ils jouent de toute façon. Totalement, Voilà. totalement. Alors, t'avais annoncé travailler à l'élaboration d'un jeu de rôle et puis aussi d'une BD. Ouais. Où est-ce que ça en est? Est-ce que tu peux en parler? Oh, je peux en parler, hein. Alors, la BD, elle sera finie cette année. Elle devait être finie l'année passée, mais il faut savoir que mon illustratrice, qui travaille super bien, s'est chopé le syndrome de l'épaule gelée. Donc, c'est Ah oui, ça je connais. voilà, c'est une grosse saloperie, ce qui fait que Oui, ça tout à fait. ralentit considérablement son travail. J'imagine. Et elle me disait, elle dit, bah, si tu veux une autre illustratrice, il n'y a pas de problème. Je sais, bah, sinon, c'est toi que je me patiente, il n'y a pas de problème. L'éditeur à qui je vais proposer le projet, lui, a perdu patience. Ben, c'est pas grave, va voir ailleurs si j'y suis. Dans le pire des cas, il y a l'auto-édition. Voilà, le projet me tient énormément à cœur. C'est un projet tiré d'une nouvelle que j'ai écrite. Mais là, je vais rebondir, tu vois, sur Violaine. Enfin, en tout bien, tout honneur, hein, Violaine, si tu m'entends. Je vais rebondir sur Violaine quand il disait avec les contes venimeux. J'avais Ouais. ce projet aussi d'écrire des contes des contes d'antan. Donc, La Belle et la Bête et tout ça, à ma manière. Et en Mhm. fait, là, ce sera l'adaptation d'une version à ma manière de La Belle et la Bête. Voilà, ça, c'est la BD. Et ce sera écrit assez à l'ancienne. Alors, tu es dans un mélange. Ça fait 48 pages, à 4, comme une BD, avec un dessin entre la BD et le manga, et une partie artbook. C'est très spécial. C'est ce qui fait que j'ai énormément de mal. D'ailleurs, que l'éditeur m'ait claqué dans les doigts, c'est un peu con parce que j'ai énormément de mal à trouver un éditeur parce que le projet ne rentre dans aucune case. Et c'est ce que je Aucune voulais. casse, bah oui. Voilà, et c'est ce que je voulais. Il rentre pas dans la case artbook, il rentre pas dans la case roman, il rentre pas dans la case BD, mais il rentrera quelque part avec moi, c'est pas un problème, je suis têtu. Et voilà, donc ça c'est un projet qui me tient énormément à cœur, et donc théoriquement ce sera fini fin d'année ici, au plus tard, si Maëlys récupère un petit peu ses facultés. Et le jeu de rôle, ben ça c'est avec Lucas de Bellemester, donc je connais depuis des années grâce à Seba, qui est lui-même auteur, et fan de jeux de rôle. Jeux de rôle, plateau, table, enfin bref, tout ce que tu veux. Et il a adoré Dark et on a eu l'idée de développer un jeu de rôle à partir de Portes Maléfiques. Voilà. Donc, j'ai justement envoyé encore un truc que j'ai fait ce week-end chez lui. Donc, ça a pris beaucoup de retard parce que j'ai fait, comme je disais, une phase de 2 ans à me recentrer sur ma famille. Voilà. Donc, tout était vraiment en veille. Et là, je m'y suis remis. Et donc, j'ai envoyé un truc et il adhère totalement. Il dit putain, j'adore l'univers. Bah, non, c'est bon. Donc voilà, une partie du bestiaire est fait, une partie de la base de l'univers est fait, toutes les règles de jeu sont faites et fonctionnelles. Il a fait un travail titanesque là-dessus, donc ça devrait être fini cette année-ci aussi. Du Ah moins bah super. l'écriture. Après, il faut Oui, oui, après toute la. trouver Ouais. l'illustrateur, donc là tu te rajoutes un an de travail minimum hein, pour les illustrations, mais voilà, non, non, ça suit son cours, ça suit son cours. C'est des travaux de très longue haleine.
Mhm. Mais bon, bah, tu t'imagines bien qu'en tant que gamer, c'est le genre de truc qui me tient fortement à cœur aussi. Donc voilà, s'il y a un jeu de rôle estampillé Frédéric Livins qui sort, même s'il n'a pas de succès, j'en ai rien à cliquer. Je serais trop content, quoi. Voilà. Il sera dans ma bibliothèque, c'est le principal. Voilà, c'est ça. C'est comme le court-métrage, en fait. C'est une autre réalisation de ton travail. Exactement. Et c'est une autre facette et ça fait super plaisir, quoi. Alors, du coup, c'est quoi tes ambitions là pour l'avenir? Alors j'ai beaucoup de trucs. Des ambitions, j'en ai jamais eu aucune. Donc tu vois, ça règle le problème. En fait, je suis le mec qui a pas de plan de carrière. En fait, moi, je suis le touriste à l'état brut. D'accord. C'est vraiment ça. Je suis sérieux dans mon travail d'écriture. Le reste après, ceux qui me connaissent et qui me voient en stand, ils savent que je suis quelqu'un de vivant. Je suis un clown et il n'y a pas d'image, quoi. Je suis chez moi comme je suis en salon. C'est-à-dire que je fais le con tout le temps. Et je dis à ramasser de conneries, c'est pas possible. Mais les ambitions, bah, c'est continuer à me faire plaisir à écrire, espérer continuer à faire plaisir aux lecteurs, en leur proposant des choses nouvelles, des directions nouvelles. Voilà, tout simplement, continuer sur la voie que je me trace depuis maintenant 25 ans, c'est me faire plaisir à sortir des bouquins, à rencontrer les lecteurs en salon. Et puis voilà, quoi. Même si c'est pas toujours évident comment dire, de faire cohabiter ma femme et son groupe, parce que ma femme est chanteuse dans un groupe de rock. Les répètes, les dédicaces, les activités des enfants, le boulot. C'est pas toujours évident, c'est un numéro d'équilibriste total au quotidien, mais c'est ce qui fait que tu ne t'ennuies pas une seconde, en fait. Tu t'ennuies pas une seconde, t'as pas le temps, en fait, de t'ennuyer. Ça te maintient en forme. Exactement. Et du coup, là, en ce moment, ton actualité, c'est quoi? J'ai vu un peu sur les réseaux qu'il y avait la sortie d'un livre du coup pour les enfants. Alors ouais, ici j'ai sorti aux éditions Elixeria Milia l'apprentie sorcière. Alors Milia l'apprentie sorcière, bah, c'est une histoire que j'ai écrite pour ma fille déjà. C'est une histoire d'une sorcière qui est... Alors c'est pas Amandine Malabule et c'est pas Harry Potter, mais c'est une sorcière qui est vraiment... D'accord. qui est issue d'une famille célèbre, donc tu vois ça c'est le côté Harry Potter, mais qui est une Mhm. grosse branleuse, qui est pas douée, voilà, qui est nulle, mais qui va se découvrir quelque chose quand même à travers une histoire d'amitié. Voilà. Donc tu as un petit côté comme ça qui m'est très très cher à chaque fois dans tous mes histoires jeunesse comme ça. C'est pas moralisateur pour 2 balles parce que j'aime pas ça, mais c'est les valeurs qui me sont chères en fait. Donc l'amitié, la fidélité, l'honnêteté, voilà, tout se retrouve dedans. Donc c'est une histoire merveilleuse, mais faut pas s'attendre à Amandine Malabule ou à Harry Potter. Ce sera pas ça du tout. C'est quelque part entre les deux. Voilà. C'est une histoire que j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Je suis en train d'écrire la suite. Voilà, c'est chouette. Et en plus, là, j'ai rencontré Julie Fourré qui a fait une illustration mais magnifique et des illustrations à l'intérieur. Et donc, ça aussi, c'est une collaboration sur le long terme qui va revenir régulièrement dans plusieurs ouvrages, même adulte. Et sinon, ouais, ça, c'est le dernier truc. Ouais. Ah, et en juin, c'est Terreur au centre éducatif Mitterrand qui va paraître chez Livresse. Ouais. Là, c'est écrit avec les écoles, avec 8 classes. Là, c'est plus horreur adolescente. Donc là, t'es pas dans le chair de poule, parce que les ados, je disais tantôt, c'est des frappadingues. Vas-y que ça y va à coups de tronçonneuse, de sécateur, non, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'était très 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 rigolo d'écrire avec eux. Et puis il y a le recueil, pardon, Enfance, qui sortira chez Faute de Frappe, qui là est adulte. Oui, effectivement. Ouais, ouais, mais ça, tu vois, tu me l'as dépeint un peu tout à l'heure. Je suis curieux de voir ça. On verra. On verra ce que ça donne. J'espère que les lecteurs apprécieront, c'est le principal. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors, je vais faire le salon de Salomine ici le 11 mars. Ça, c'est un samedi, mais j'aurai que les livres Elixeria, logiquement. Parce que je serai normalement sur le stand d'Elixeria. Je vais faire le salon de Bondu aussi le week-end suivant, donc 18 et 19, si je dis pas de bêtises, mars, sur le stand des éditions Faute de Frappe, mais là, j'aurai quasiment tous mes bouquins avec moi. Après, en avril, je ne fais rien en avril parce que je ne suis pas pris à Troll et Légendes. Enfin, mon éditeur n'est pas pris à Troll et Légendes. Et je peux aller squatter sur le stand de 2 autres éditeurs. Mais comme ça tombe le 8 et le 9, j'ai ma fille qui rentre de voyage le 7 au soir. Et c'est l'anniversaire de mon fils le 8. Donc, je vais faire l'impasse sur Troll et Légendes cette année, la première fois depuis 10 ans que je vais faire l'impasse. Mais je vais faire l'impasse pour passer du temps en famille et fêter l'anniversaire de mon fils en famille. Voilà. Eh ben, t'as bien raison. Sinon, après, ben écoute, il y a le salon du livre d'État. C'est la deuxième partie de l'année, quand c'est Aliénal, puis là, il y aura Bon ce livre et tout ça, ça bien sûr. Mais en première partie de l'année, c'est assez soft. Mais c'est toujours chez moi, hein, là, c'est toujours la deuxième partie de l'année qui est chargée. Tu fais le diesel un petit peu. Tu chauffes Voilà, gentiment le début de l'année et puis je chauffe un tu peu montes la en puissance. machine, et puis les 4 derniers mois, là, je suis sur la route, quoi. Faut 8 mois de chauffage. D'accord.
Et après, ouais, bah, du coup, on va te retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Tu es sur Instagram, ça déjà, c'est Ouais, sûr? Instagram, Facebook, c'est les 2 sur lesquels je suis, bah, je suis vieux, hein, donc Facebook, c'est pour les vieux comme on dit tout le temps maintenant. Ouais, bah, t'inquiète pas, je suis sur Facebook aussi. Y a pas... Et ouais, Facebook, c'est Instagram, je partage plus de trucs, style ma bibliothèque, ma DVD avec des petits trucs perso comme ça. Toute la promo, bah, c'est surtout sur, Facebook que je la fais. Puis voilà, puis il y a sur mon site sur lequel je mets les dernières news quand il y a quelque chose. Là, il suffit de taper mon nom et puis voilà, tu tapes mon nom et t'as directement. Bah, t'as la page wiki qui se met peut-être avant, mais sinon il y a quelqu'un de gentil, je sais pas qui, mais qui m'a créé une page wiki, ça fait toujours plaisir. Tant qu'il n'y a pas de fausses informations dessus, c'est nickel, effectivement. Non, non, mais pas que je suis stripteaseur pole dance, donc ça va aller. Ouais, bah voilà, non, mais c'est ça, c'est le risque avec Wiki, hein. Ben, c'est ça. C'est vrai que parfois je vois des amis auteurs qui disent ah, j'étais sur Wikipédia, vérifier tel truc. Je fais attends, s'il te plaît, vérifie ailleurs que Wikipédia. Ça va te rendre service pour la véracité de la documentation, je te jure. Ah bah c'est clair, c'est clair. Mais voilà, non, non, bah, c'est principalement Facebook et mon site quoi, sur lequel je communique. Ça marche. Bah écoute, il reste plus que les questions rapid fire. Donc je pose toujours quelques petites questions à mes invités. C'est toujours, est-ce que tu préfères plutôt A ou plutôt B? Ok, Ça marche? ça marche. Alors, est-ce que tu es plutôt effets spéciaux numériques ou pratiques? B, pratique. À Pratique? l'ancienne, moi. Ça marche. T'as bien raison. Moi je suis pareil, je suis team pratique. C'est vrai que je trouve que c'est ce qui vieillit le mieux en fait. Ben, quand tu vas au travail, par exemple, là, je vais prendre juste Rick Baker. Ouais. Ben voilà, tu peux mettre autant de numérique que tu veux, ça va peut-être te péter les yeux, tout ce que tu veux, ça va être magnifique. Ça n'aura pas d'âme, encore une fois. Il revient toujours, en fait, hein. Ah, c'est différent, c'est Voilà. différent. Après, tu vois, un travail comme La forme de l'eau de Guillermo del Toro, Ouais, oui, c'est vrai, là, pour moi, c'est le vrai, mariage numérique et pratique sur la créature, il est parfait, en fait. c'est vrai. Bon, je veux dire, j'ai été peut-être un peu trop intransigeant sur ce coup-là, mais mon cœur balance quand même du côté pratique. Ah oui, non, mais moi, je suis pareil, hein. Il y a un côté un peu poisseux, un peu craspec Voilà, ben, d'ailleurs, qui change complètement. je Ouais. m'entends très bien avec David Skerrer, qui a justement travaillé sur The Friend. Et ben, justement, là, on a fait le mariage mix entre numérique et pratique. Donc, en fait, les effets spéciaux de The Friend, c'est le studio qui a fait, par exemple, Bull et Bill, qui a fait les effets numériques. Ouais. Et tout ce qui est maquillage et tout, c'est David Skerrer qui l'a fait sur le tournage. Sur lequel je suis arrivé en retard, d'ailleurs, parce que j'ai passé 1 heure avec David à parler de Lucio Fulci. C'est ouais, le réalisateur qui dit, bah, tu viens, là. Là, il faut une réédition, justement, de Fulci, de l'Enfer des zombies. Ah oui, Weschler. En comics. Non, Il était sorti en comics en 4 parties il y a quelques années déjà. Et puis là, il le réédite. Il le réédite, alors ce sera en VO, mais voilà. c'est pas grave, c'est pas Si grave. tu veux te faire plaisir, ils vont rééditer ça. C'est chez, alors c'est la boîte de prod de Vinegar Syndrome Ah ouais, qui a racheté en fait une boîte qui fait du comics, qui fait du bouquin et du comics, et du coup ma femme va me tuer, moi. ils ont décidé de relancer ça. Oui, bah écoute, ça ne vient pas de moi, je ne t'ai pas donné l'information. Elle va me tuer parce que la semaine passée, enfin non, il y a 2 semaines, j'ai acheté l'omnibus Marvel Aurore, Oui, qui est quand même à 100 balles. Et de la semaine, ouais, je parlais. c'est un pavé. C'est un Ah, c'est pavé. un pavé, mais magnifique, quoi. Et en plus, j'en ai en originaux dans ma bibliothèque. Donc là, c'est vraiment la totale. Et j'ai racheté, je suis fan de Dracula, forcément. Et t'as une série de comics, je parlais d'Arédit, tantôt avec le manoir des sorcières, tout ça, t'avais la série de Tombeau de Dracula. Tout à fait. Et ils avaient sorti 2 omnibus. Et quand une lectrice me demandait, ah, les omnibus là, c'est quoi? Je m'en vais juste pour prendre les images et je vois, il y a un tome 3 de sortie. Il y a un tome 3 qui est sorti le 22 octobre, 80 boules. Je l'ai acheté direct. Ma femme me dit, tu m'emmerdes. Je dis, mais je comprends. Donc elle va me tuer avec Lucio Fulci, elle va me tuer, quoi. Ouais, voilà, là ça va pas être des pavés, ça devrait pas te coûter trop cher. Ça va. Après, t'es plutôt VO ou VF? VO. VO, tout simplement, j'aime bien expliquer, hein, j'aime bien papoter. Par exemple, tu vois, tous les films des années 80 que je rachète en DVD, la VF, Oui. souvent, est catastrophique et ne sert pas le film. Alors je les regarde en VO, maintenant, et ben, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir les deux. Après, c'est vrai que ça dépend des films, mais sur des films notamment de cinéma bis, ouais, c'est sûr que là, les Voilà. VF, c'est très très compliqué. Voilà. À la limite, j'aurais pu en faire une moi-même de VF sur un cinéma bis. Enfin, t'es là, tu dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, Ah en bah, VO, ils lisent le texte et il y a pas il y a pas voilà, d'application, il y a pas de jeu, quoi. c'est un peu le GPS, quoi. C'est ça, Tourner exactement. à droite, hein. Ah, bien d'accord. Voilà. T'es plutôt Masterton ou Lovecraft? Le choix impossible. Ah, ça c'est sadique, ça. Ça c'est Ouais, sadique je parce que sais. j'ai passé 10 minutes à parler de Lovecraft et de mes derniers coups de cœur.
Et Masterton et William Masterton. Masterton? Même si les deux sont liés, parce que Masterton a déjà fait des clins d'œil à Lovecraft, les deux sont liés, mais je vais dire Masterton, parce qu'il est encore vivant, j'ai eu la chance de le rencontrer, et c'est lui qui m'a donné le coup, Masterton. Plutôt gore ou horreur psychologique? Mmh. Ah, ouais, t'as des choix cruels, hein. C'est pas gentil ça. Ah, bah je sais. Ah, les deux sont importants, les deux sont importants. Allez, je vais dire gore parce que mes premiers émois violents, c'était la collection Gore, donc Gore. Plutôt John Carpenter ou Wes Craven? Ah, Carpenter. Carpenter. J'adore Craven, Ah, hein, bien sûr, j'adore Craven. Mais pour la raison que tu as cité tantôt, The Thing, c'était une des grosses claques. chef-d'œuvre. New York 1997, grosse claque. Carpenter. Plutôt Blu-ray ou VHS? Ah, j'ai toujours mes VHS à la maison en plus. Ah bah, tu sais quoi, je vais dire VHS. Parce que c'est vrai qu'en Blu-ray, t'as une tonne de bonus, t'as une qualité d'image et de son, tout ce que tu veux. Mais mes premiers émois, c'était même pas VHS, moi, c'était V2000. Donc t'imagines. Mais non, VHS parce que j'adorais les gros boîtiers. Comme ça, t'as vraiment l'impression d'avoir un gros objet en main, la grosse cassette. Ouais, Et donc puis j'adorais. les couvertures extraordinaires. Couverture extraordinaire sur les Extraordinaire, les VHS. jaquettes, voilà, c'était phénoménal, VHS. Plutôt Alien ou Aliens, le retour? Alliance, le retour. Ah, la version Cameron alors. Ouais, la version Cameron, parce que Cameron a fait un travail. C'est marrant parce que ma femme les a regardés il n'y a pas longtemps. Justement, je disais que le 2 c'était mon préféré de toute la série. Cameron a fait un travail spectaculaire, déjà, très orienté action, on est bien d'accord. Je sais que le Alien 1 est intouchable, et je l'adore, mais il est lent. Voilà. Ah, Euh, ça n'a rien à voir, ouais. C'est deux films très voilà. différents, Et hein. moi, je disais toujours, dans l'espace, personne ne vous entendra bailler. Donc, j'adore le Alien 1. Mais il y a des moments où je me faisais grave chier. Voilà. Même si tout le concept est génial et tout, Ridley Scott a fait un travail phénoménal dessus, on est tout à fait d'accord, c'est culte. Mais comme on discutait en off hier, c'est pas parce que c'est culte que tu Mais, peux pas égratigner. exactement. Alien 2, parce que voilà, il a apporté le côté monstrueux de la créature, il est là, le côté action, le côté approfondissement psychologique de Ripley est là, tout est là. Voilà. Les deux. T'es plutôt cinéma ou home cinéma? Ah non, cinéma, hein. Cinéma. Plutôt roman ou nouvelle? Nouvelle. Ça, tu m'as un peu répondu tout à l'heure. Un peu. Et le petit dernier, du coup, plutôt Conte de la crypte ou la quatrième dimension? Oh, ça c'est dégueulasse aussi comme choix. Je vais dire la quatrième dimension pour l'éclectisme. Voilà. Ouais? Ouais. Ok. Eh ben écoute, c'est tout pour moi. Je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, ça m'a fait super plaisir. Et puis, bah, écoute, donc je partagerai les liens vers bah, tes actus et puis tous les spots où on va pouvoir te retrouver dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Voilà. C'est super gentil. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.